Bonjour et bienvenue sur Technapal à TKPapa. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une formation sur le logiciel Luban, le logiciel qui est connu principalement pour pouvoir gérer l'agrandissement de pièces pour faire des pièces taille réelle, mais vous verrez à travers cette vidéo que Luban permet bien d'autres choses, et donc c'est ce que je vous propose de découvrir et d'apprendre à utiliser dans le cadre de cette vidéo. Alors cette vidéo est coupée en chapitres, donc n'hésitez pas à aller au chapitre qui vous intéresse. On va commencer par faire un tour d'horizon des possibilités de Luban, regarder un petit peu l'interface et puis explorer chacune des fonctions les unes après les autres pour voir comment les utiliser. Je vous remercie d'ores et déjà de vous être intéressé à cette vidéo. N'hésitez pas à faire savoir si vous avez apprécié la vidéo en mettant un pouce, like, etc. Et je vous retrouve après le générique pour le tour d'horizon des fonctionnalités de ce fameux logiciel Luban. Alors, petite précision pour cette formation, il y a énormément de fonctions dans Luban. Et il y a même énormément de fonctions pour faire du traitement sur les images et les photos qui vont servir de base au projet que je vais vous montrer. Je le montre vite fait ici. Si je viens invoquer une fenêtre 2D, que j'ouvre une photo, j'ai dans les outils toute une série d'outils pour travailler notamment sur les photos en 2D, pas uniquement sur les maillages. Par exemple, je pourrais venir renier l'image, par exemple, ou la faire pivoter. Donc vous voyez, je peux venir comme ça, venir travailler mon image pour lui donner un effet. Donc tout ceci, ça vous permet de travailler vos images avant de les utiliser comme base pour les différentes fonctions 3D de Luban. Alors dans la vidéo, je vous montre d'autres outils, avec des outils gratuits, sous Illustrator éventuellement, mais ces fonctions-là sont possibles. Attention toutefois, je réserve cette formation à un usage débutant moyen. L'idée c'est de dire, ben voilà, j'ai envie de faire des choses, je suis pas un ingénieur, je ne suis pas quelqu'un d'hyper technicien, j'ai envie de pouvoir m'en sortir avec Luban et cette formation de niveau débutant, on va dire, est là pour vous. Je ferai peut-être plus tard une formation niveau avancé qui prend vraiment tous les petits, les fonctionnalités beaucoup plus avancées, beaucoup plus pointues, qui auront un peu moins d'usage pour, je pense, 95% des gens qui utilisent Luban. Mais là, pour le moment, je me réserve, et ce sera, je pense, déjà bien assez long comme ça, aux fonctionnalités plutôt standards de Luban. Une chose toutefois qui peut être intéressante pour vous, surtout si vous n'avez pas Illustrator, c'est qu'il y a une fonction vectorisation dans Luban qui va, et donc vous m'entendrez souvent dans la vidéo dire « Ah, c'est bien de vectoriser, ah, c'est bien d'avoir un vecteur. » Et pour ça, c'est bien d'avoir un fichier vectoriel. Alors, si vous avez une image qui n'est pas un fichier vectoriel, je vais par exemple prendre ici cette photo de Kettering, ce n'est pas une image vectorielle. Eh bien, vous pouvez, donc quand vous êtes bien dans une fenêtre 2D, donc ici, si je clique, ça me rappellera la fenêtre 3D, mais donc il faut être dans la fenêtre 2D, j'ai montré ça juste avant. Et dans Outils, convertir bitmap image naturelle en vecteur, vous choisissez le niveau de détail et vous voyez, il me l'a vectorisé. Ça me permet maintenant de pouvoir travailler avec ceci comme base vectorielle. Je vais ensuite sauvegarder l'image et je peux la réutiliser comme ceci, comme je veux. Vu que c'est un vecteur, je pourrais aussi supprimer des éléments de mon vecteur. Ouais, vous voyez, ici, hop, et je pourrais me dire, voilà, je nettoie cette partie-là et je ne vais garder que ceci. J'ai d'autres fonctions rapides ici, comme inverser les couleurs, créer un polygone pour faire ce qu'on veut, faire pivoter l'image. Enfin, on a une série de fonctions pour travailler sur l'image. Mais donc, si vous êtes curieux et que vous voulez chipoter, c'est là-dedans. Voilà, ce petit préambule fait, on va passer à la formation à proprement parler. Bon, avant tout, avant de commencer, un petit rappel, le lien est en description pour pouvoir télécharger Luban, mais attention, vous avez une période d'essai, mais le logiciel est payant. Donc si le logiciel vous intéresse, il faudra passer à la caisse. Bon, je suis pas ici pour faire un test du logiciel, mais une formation.
Donc, on va passer tout de suite à la découverte, justement, des fonctionnalités de ce logiciel. Alors, je le disais, Luban est surtout connu pour pouvoir travailler sur des STL, des fichiers 3D, et les agrandir et créer des connexions entre eux pour pouvoir imprimer un fichier qu'on aimerait bien dans une échelle grandement supérieure. Mais, je l'ai également dit en introduction, Luban, c'est largement plus que ça. En fait, Luban a toute une série de fonctions pour travailler justement à partir ou vers un modèle 3D. Alors, premièrement, la première fonction, je vous mets ici une image à l'écran, c'est la fonction paire de lunettes. Et donc, on va pouvoir faire le design de paire de lunettes en se basant sur une image. On regardera ça aussi plus à notre aise un peu plus tard dans la vidéo, dans la partie qui sera consacrée. Ensuite, une autre fonctionnalité majeure de Luban, c'est de travailler tout ce qui est lithophanie, c'est-à-dire transformer une photo en 2D en une photo imprimée en 3D. Et pouvoir lui donner toute une série de formes comme vous voyez ici sur l'image, plate, en arc, dual, en cylindre, en polygone, en rectangle, etc. Alors une autre particularité de Luban qui est très intéressante, c'est de pouvoir transformer à partir d'une photo ou d'une image, transformer ce modèle 2D en modèle 3D pour faire des boîtes par exemple, ou ici vous voyez des emporte-pièces, ou faire des extrusions pour faire un effet un petit peu sympa, ou encore des objets flexibles coupés comme ceci, comme vous voyez ici, on trouve régulièrement ce genre de modèle. Et c'est notamment grâce à Luban qu'on va pouvoir le faire. Donc si vous avez une image que vous voulez pouvoir transformer en modèle, avec Luban vous allez pouvoir vous amuser. De toute façon, encore une fois, on explorera ces fonctionnalités dans la partie qui sera consacrée. Ensuite, Luban, et c'est peut-être pour cette fonction-là qui est le plus connue, va permettre de travailler sur les maillages. Ou autrement dit, prendre un modèle 3D et lui appliquer toute une série d'opérations pour le transformer en une autre forme de modèle 3D. Vous voyez ici un petit peu sur les images ce qu'il en est. Par exemple, faire partir d'un modèle d'un canard et en faire une espèce de forme qui se stack comme ceci, ou encore en faire une espèce de puzzle 3D. Et c'est dans cette partie-là qu'on va retrouver notamment la fonction module qui va permettre d'agrandir grandement les modèles et de pouvoir y mettre des jonctions, des connecteurs pour faire la jonction. Alors, avant de nous intéresser aux fonctions et à leur utilisation, regardons un petit peu l'interface. Alors, l'interface va être un petit peu différente si vous êtes sous Windows ou sous Linux. Moi, je suis sous Mac, mais elle va garder quand même le même esprit. On a pour commencer une barre de menu. On va la regarder en détail après, mais on va pouvoir y retrouver notamment tout ce qui est opération sur nos fichiers, importer, sauver, etc. Avoir quelques fonctions sur nos maillages, enfin la barre de menu traditionnelle. À côté de ça, on va avoir ici une barre dans laquelle on va retrouver toute une série de raccourcis vers ces fonctions. Donc par exemple, ouvrir ici, cible de données, on regardera plus tard ce qu'il en est, afficher ou non ici le repère, et modifier la manière dont les fichiers sont prévisualisés. Ensuite, on a ici une vue, un affichage 3D. Alors Luban fonctionne avec deux types d'affichage, un affichage 3D et un affichage 2D. L'affichage 2D va principalement se concentrer sur les opérations qu'on peut mener sur les images, alors que l'affichage 3D va se concentrer sur les maillages. Et vous voyez ici, on a nos repères avec les coordonnées, l'axe sur lequel on est, axe Z pour ici, Y et X quand on regarde en face. Et ça va être un peu comme sur votre imprimante 3D. Vous aurez l'axe X qui va de gauche à droite, l'axe Y qui va d'avant en arrière et l'axe Z qui va de bas en haut, ou l'inverse si vous préférez, de haut en bas, comme ceci. Ensuite, on va avoir une barre d'état avec quelques informations. Ça paraît très simpliste comme ça, mais en fait, on va avoir d'autres, évidemment, objets, menus et écrans qui vont apparaître en fonction des fonctions qu'on va utiliser. Donc ici, je vous expliquais très grossièrement comment était composée l'interface, mais évidemment, dans chacune des fonctions, on va regarder plus en détail cette interface. Mais on va d'abord, avant tout, s'arrêter sur la barre des menus. Dans le menu fichier, on va trouver différentes opérations possibles sur les fichiers qui sont en fait les fichiers Luban. Donc par exemple, si on crée un nouveau, on va créer une nouvelle fenêtre qui permettra de travailler une nouvelle opération. Ouvrir, ça dit bien ce que ça dit. Alors la fonction fusionner, je vous ai montré ici, j'ai importé deux STL, donc ici une Mona Lisa et une poignée pour une imprimante résine. Imaginons, ça n'a aucun sens ce que je vais dire, mais imaginons
que j'ai envie de fusionner les deux dans la même scène, eh ben, je viens faire fusionner. Il va me demander de sélectionner la figure. Je choisis celle-là. Il va me demander de sélectionner la deuxième. Je choisis celle-là. Et il me recrée une scène avec les deux éléments dans la même scène. Sauvegarder, c'est sauvegarder dans le format de travail de Luban. Fermer, ça dit bien ce que ça veut dire, hein, ça va fermer ce projet en cours. Créer une fenêtre 2D, j'y reviendrai après, mais pour certaines fonctions, on a besoin d'utiliser également une visualisation 2D, et c'est en passant par cette option-là qu'on va pouvoir travailler sur des images en 2D. Ensuite, on a le menu créer qui permet d'appeler toute une série de fonctions qui sont prévues dans Luban, la fonction forme 3D par exemple, qui permet de créer directement une forme. Ici, on a un cube, une sphère, un cône, d'en définir le diamètre et la taille en Z en millimètres, et ainsi se créer directement un modèle au cas où vous auriez besoin d'une base particulière dans vos travaux, ou que vous avez besoin de ça pour jouer, ben vous pouvez vous faire, je vais faire par exemple un prisme à 8 côtés, voilà, avec un diamètre de 20 et une taille en Z de 20. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'après avoir mis une valeur, il faut appuyer sur Enter. Et donc vous voyez, j'ai un prisme maintenant qui est de 20 sur 20. Si je le sauvegarde comme modèle, je vais venir faire un fichier ici, un dossier Luban. Je le sauvegarde ici et j'ai mon STL qui est là. Donc vous voyez, on a une série déjà de formes qu'on peut créer. Hein, on peut paramétrer ça très facilement. Et on peut ainsi, hein, si vous avez compris, pouvoir travailler sur une fonction de Luban. Vous dites, ben, je rajouterais bien à ma Mona Lisa un socle un peu plus grand. On peut venir se générer un cube qui sera plutôt un rectangle dans ce cas-ci. Lui faire une taille en X, par exemple, de 120. Une taille en Z de 30, par exemple, millimètres. Allez, on va mettre 140 en X et 120. Voilà. Et maintenant, je viens faire fusionner. Je dis que ceci est ma première figure, je dis que ceci est ma seconde figure, et voilà, et maintenant qu'on a nos deux formes, on peut s'amuser à y appliquer des opérations, à les rejoindre, à coller le buste sur cette base-là, à travailler dessus. Enfin, on a toute une série d'opérations qui sont possibles, mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait ici facilement créer une forme et venir la rajouter à un autre modèle pour pouvoir après travailler dessus. Alors toujours dans le menu créer, il y a toute une série d'autres et ça correspond aux fonctions qu'on a vues, hein, on les regardera après. Le sous-menu importer, j'avoue que Luban permet tellement de choses que des fois je le trouve un petit peu confus. Et par exemple, on peut créer des histogrammes, donc des représentations 2D de statistiques, des histogrammes à une ou deux valeurs, des formes basiques, des statistiques progressives, en partant par exemple d'un fichier Excel. Ici, je vais faire d'une statistique progressive en partant de ce fichier comparatif assurance que j'avais fait. Et bon, voilà. Ici, ça parle pas trop, hein, puisque les données n'ont pas été prévues pour et formatées pour. Mais en tout cas, vous voyez, il permet de partir de données calcul, de données mathématiques, et en créer une représentation 2D dans ce cas-ci. Mais vous l'aurez compris, hein, dans le cadre de cette formation, on va quand même s'attacher principalement aux fonctions qui ont un lien direct avec l'impression 3D. Et donc, ces visualisations en 2D de données statistiques, on va pas s'y attacher ici. Exporter, on va être dans la même logique. On va pouvoir exporter, par exemple, ce qu'on a là, on peut l'exporter en image pour pouvoir le partager. On peut aussi l'exporter en maillage 3D, comme par exemple un STL, où on peut créer un nuage de points. Le menu regrouper, je pense que c'est plutôt une erreur de traduction, mais on va y retrouver ici charger. Alors, charger, ça permet d'ouvrir un projet précédent. Vous voyez, j'ai réouvert mon projet de forme 3D que j'avais sauvegardé avant. Charger dossier permet d'ouvrir en fait tout ce qu'on va retrouver dans un dossier. Alors quand on le fait, on lui demande, ben oui, ouvre tous les formats supportés. Enfin, une série d'autres fonctions qu'on verra après quand on les utilisera dans les fonctions spécifiques. Le menu éditer nous permet de modifier toute une série de choses sur notre espace de travail, comme par exemple la couleur de fond. Hein. Ici, elle est noire, mais bon, on pourrait être un petit peu moins tristounet. Après là, c'est moche, donc on va reprendre le noir. On peut afficher ou cacher les axes, changer la propriété
des polices de caractère par exemple. C'est là également aussi, alors c'est dans le menu éditer bordure que vous pouvez voir ou afficher le maillage. Vous voyez, si je le fais cacher, on ne voit pas le maillage, on a simplement ici le modèle 3D, mais je peux afficher le maillage. Alors là, on voit plus grand chose parce qu'il y a plein de polygones, mais on peut changer par exemple la couleur du maillage pour avoir ici un contraste plus élevé, ce qui nous permet de voir un petit peu mieux notre maillage. Donc ce menu éditer va nous permettre de modifier ce qu'on va voir à l'écran, en gros. Pareil, surface, ça nous permet de voir le modèle 3D et là on peut choisir un code de couleur en fonction par exemple de la lumière ou RGB, enfin voilà, différentes choses. Alors le menu vue permet d'afficher une série d'informations liées au logiciel en lui-même, par exemple restaurer les fenêtres pour pouvoir voir toutes les fenêtres qui sont ouvertes d'un coup dans l'Uban. Vous voyez, j'ai toujours la fenêtre derrière avec l'histogramme, mais j'ai ici une petite fenêtre en plus, puisqu'on peut, on le verra, travailler des fois sur plusieurs fenêtres, une fenêtre 2D, une fenêtre 3D, plusieurs fenêtres 3D, pour travailler sur plusieurs fonctions à la fois. Et puis on l'a vu au début, venir tout fusionner si on avait besoin. Et agrandir la fenêtre vient nous la faire agrandir. Alors on a raccourci clavier aussi pour ça. C'est sur Mac Alt et Enter. Et donc vous voyez, je peux réduire la fenêtre ou l'afficher en plein écran. Je peux déterminer la taille de la fenêtre en pixels. Vous voyez ici, je suis sur du QHD sur mon écran et il me met une résolution de 2560 x 1335. On a une possibilité de zoomer, dézoomer, faire du multifenêtrage quand on a donc plusieurs fenêtres ouvertes pour pouvoir redisposer ça. L'angle de vue, là, c'est pouvoir refixer l'angle de vue. On a les raccourcis rapides ici aussi, selon l'axe X, selon l'axe Y, selon l'axe Z, dans un sens ou dans l'autre, si on réappuie. Donc voilà, ça nous permet de pouvoir revisualiser. Et alors, si on veut bouger, là c'est Shift et le bouton gauche de la souris pour pouvoir bouger comme ceci. La roulette qui permet de zoomer ou dézoomer. Vous voyez, là je me suis mis dans une mauvaise position. Je viens recliquer sur X et je suis à nouveau bien droit face à mon modèle. Si on vient choisir ici vue flottante, ça permet en cliquant simplement avec le bouton gauche de la souris de pouvoir bouger comme ceci. Et on a les raccourcis qui sont ici. Donc par exemple, si on fait décaler avec le même bouton gauche, on bouge comme ça de gauche à droite notre modèle et en fait tout notre plan de travail. Si on fait pivoter, vous l'aurez compris, il pivote comme ceci. Si on choisit attraper, ça permet de faire une découpe selon un axe. Vous voyez ici, par exemple, je fais une découpe comme ceci, j'attrape et je viens garder qu'une fraction de mon modèle, mais je pourrais le faire via cet axe-là. Et vous voyez là aussi, je ne garde qu'une fraction de mon modèle. Et déplacer la lumière, permet simplement de venir déplacer l'éclairage de notre modèle. Alors, maillage, c'est un menu qui permet de travailler sur les maillages, vous l'aurez compris. On n'est pas au niveau des fonctions, on est au niveau des opérations sur le maillage. Alors, par exemple, couper, c'est très simple. Ça va me permettre de couper mon maillage. Alors là, il me propose des astuces. Il me dit qu'après avoir changé une valeur, il faut appuyer sur Enter. OK. Je choisis l'unité de mesure dans laquelle je veux travailler. Imaginons que je veux faire cette Mona Lisa, mais en 30 cm. Donc je vais mettre centimètres. Voilà. Et j'ai tout mon menu pour la coupe qui apparaît ici. Alors, on regardera ça plus tard. C'était pour vous montrer ici les opérations. Donc, on va regarder après plus tard comment travailler une coupe dans l'Uban. Mais vous voyez ici, je suis en centimètres. Donc, la taille de mon modèle est de 150 cm. Donc là, mon modèle imprimé fera 1,50 m. Et il y a moyen de faire toute une série de découpes qui va correspondre à la taille aussi de notre imprimante. Mais donc, on verra ça plus tard. Alors là, j'ai choisi maillage Luban et vous voyez, je peux appliquer des espèces d'effets directement à mon maillage. Alors là, ici, la Mona Lisa, elle a morflé parce que je fais onde, mais je pourrais lui dire de faire un bloc et d'avoir comme ça une Mona Lisa un peu comme si c'était un Lego. Ou folding, par exemple, et j'aurais ma Mona Lisa qui ressemble à une espèce de pliage. Alors, on peut évidemment venir changer des paramètres pour que ce soit
pour modifier un petit peu tout ça. Ou encore tuyaux, hein, si on veut que notre Mona Lisa maintenant soit un ensemble de tuyaux comme ça, avec des connecteurs, on pourrait imprimer ceci, hein, toutes les tiges et les connecteurs, et puis faire un sacré puzzle pour réussir à reconstruire tout ça. Mais ici, j'avais une forme complexe, la Mona Lisa, vous imaginez bien que vous pouvez faire ça avec n'importe quelle forme, avec n'importe quelle STL, une forme que vous aurez dessinée vous-même, ou une forme qu'on pourra même acquérir en partant d'une image 2D avec Luban. On verra ça après. Alors le menu slicer va nous permettre de faire une découpe, hein. Imaginons que mon imprimante ici avec ce modèle là, mon imprimante permet d'imprimer en X 300, en Y 300 et 400 en Z. J'ai ici, alors comme dans un slicer, hein, la représentation de mon image. J'ai une buse de 0,4, je fais slice et il va me générer un J-code. Et du coup, j'ai une série d'analyses sur mon fichier qui est possible. Vous voyez, en fonction de la couche où je peux voir par exemple, si je viens choisir ici au niveau des matériaux, je peux choisir mon matériel. En fait, exactement comme dans un slicer, hein, les paramètres des hauteurs de couche et compagnie, l'infill si on en veut, les supports si c'était nécessaire, et puis faire le slicing. Et il me générera un G-code. Alors quelque chose qui est intéressant dans le menu maillage, c'est la fonction trouer. En fait, il faut imaginer que trouer aurait plutôt dû s'appeler évider. Donc la question n'est pas de faire un trou dedans, mais de l'évider. Ici, vous imaginez que le modèle, il est plein. Que ce soit pour une impression résine ou une impression filament, si je l'imprime en très grand, il aura besoin d'un remplissage énorme. Et plutôt que d'avoir comme ceci, un fichier qui est plein, hein, qui est complètement rempli, je pourrais préférer en fait évider l'intérieur et garder une épaisseur de mur seulement. Je vais vous montrer ceci. Donc si je viens faire trouer, je lui dis garde-moi 10 mm d'épaisseur de mur et il travaille et il va me générer un autre modèle qui est celui-ci, qui comporte cette caractéristique-là. Alors vous allez me dire, mais là je vois pas la différence. Si je viens faire une coupe transversale, vous voyez ici, notre fichier est vraiment évidé. On n'aura rien ici à l'intérieur. Pour vous illustrer ça, j'ai pris ce modèle. Hein. Vous voyez ici, c'est le torse d'un Lego. Alors normalement, le fichier est plein. Hein, ça veut dire que à l'intérieur, si on l'imprime, il va imprimer sur toute la surface. Et après avoir fait cette fonction, donc trouer, si je viens ici une coupe transversale, vous voyez clairement ce que je veux dire. Au lieu d'avoir du remplissage dans toute cette partie-là, je n'aurai que cette partie-là, ici, qui est remplie, la bordure. Ce qui fait que quand j'imprimerai ce modèle en grande taille, il fera peut-être un arbre, donc un support arbre à l'intérieur pour venir supporter les parties ici, hein, comme ceci. Mais ça utilisera quand même énormément moins de filaments que s'il avait rempli tout, même avec un remplissage à 10 ou 15%. Donc voilà, ça permet entre autres ça, la partie trouée. Pareil aussi si vous préparez vos fichiers pour la résine et que vous voulez pas utiliser les fonctions internes à, je sais pas, Sheet2Box, Litchi Slicer ou autre et que vous avez l'habitude avec Luban, cette fonction-là vous permet aussi d'évider vos modèles pour les préparer à l'impression résine et pour économiser de la résine. Alors la fonction empreinte, ça va permettre en fait d'écrire un texte. Donc ils disent entrée du texte, il s'est imprimé sur la face plane la plus large du modèle. Donc si j'écris Technapa et que je dis OK, on va avoir un nouveau modèle qui apparaît avec Technapa écrit ici en dessous. Gonfler, ça dit bien ce que ça dit. Ça va nous permettre de faire un effet de gonflage sur notre maillage. Par exemple, si je fais un gonflage de 4, on a une Mona Lisa un peu moins sexy. Je pourrais aussi faire un gonflage négatif si on veut lui faire un régime. Par exemple, si je fais un gonflage de -4, et voilà notre Mona Lisa qui est vachement moins gonflée. Alors, vous voyez que ça déforme, hein, en fait, ça augmente la taille des polygones tout en les contractant. Et donc ça déforme la géométrie de votre modèle, évidemment. C'est vraiment à des fins expérimentales ou pour essayer de trouver des effets que vous trouveriez sympathiques. Hein. Vous pourriez avoir envie d'avoir une vue conceptuelle de la Mona Lisa comme ceci. Alors réparer, il arrive comme ça que vous avez des modèles qui sont dans les logiciels dits non manifold et qui doivent être réparés. Alors si vous êtes sous Windows par exemple avec Orca Slicer, il vous propose de le réparer tout seul. Si comme moi vous êtes sous Mac,
ben, le moteur, comme il n'y a pas le moteur de, je sais plus le nom du logiciel sous Windows qui permet de la réparation des STL, mais comme il n'est pas là, ben, il faut passer par des outils tiers. Alors il y en a d'autres, hein, Mesh Mixer, etc. Mais avec Luban, vous pouvez réparer vos STL avec cette fonction-là. Et vous voyez ici, il me l'a réparé, il me l'ouvre à part, je peux le sauvegarder et j'aurai ma Mona Lisa qui est réparée. Alors densifier, simplifier, ça c'est augmenter le nombre de polygones ou le diminuer pour donner une forme plus simple. Si par exemple je prends ma Mona Lisa et que je veux la simplifier, je vais dire je veux qu'il y ait voilà ici 30% de moins de polygones. J'aurai un fichier qui sera moins lourd mais moins précis. Vous voyez ici, on continue à voir que c'est notre Mona Lisa, mais on a des faces un peu plus plates. On a moins de précision dans les polygones. Et donc on va avoir des effets comme ça plats. Alors ça n'a pas beaucoup de sens pour faire comme ceci. Ça pourrait avoir du sens si on veut vraiment faire par exemple un objet en low poly. Alors la fonction séparer, très simple, va nous permettre de séparer notre modèle en plusieurs STL. Enfin la fonction statistique va nous permettre d'afficher une série de statistiques sur notre modèle. Alors dans des valeurs qui sont un peu compliquées, mais on peut voir ici le nombre de triangles. Ils sont extrêmement élevés. Remettre à 0 en Z, vous voyez ici j'ai mon modèle qui est un peu en hauteur. Si je remets à 0 en Z, il vient refixer le Z sur la base de mon modèle. En conclusion, ce menu maillage va vous permettre, alors je vous explique et je vous montre un petit peu, mais je vous encourage à expérimenter vous-même pour comprendre ce que vous pouvez faire avec les différentes fonctions de ce menu maillage. Ensuite, le menu objet va vous permettre de sélectionner des objets sur votre scène. Ici, je n'en ai qu'un seul, mais par exemple, je vais pouvoir faire une transformation sur mon objet. Imaginons, par exemple, comme transformation, je peux décider d'avoir une réduction ou une augmentation de taille. En échelle ou en taille, je vais mettre en taille. Là, par exemple, il fait 150 en Z. Je veux qu'il fasse 100. Si je mets échelle uniforme, il va réduire de manière proportionnelle l'axe X et Y. Si je dis non, il va réduire que l'axe Z et ça va faire un effet comme ça allongé. Donc moi ici, je vais dire oui. Et vous voyez, l'échelle a diminué avec mon modèle qui a 100 mm de hauteur. J'aurai 69 mm sur l'axe X et 63 mm sur l'axe Y. Donc voilà, on peut aussi placer notre modèle en miroir, donc si on a envie de lui changer son orientation, qui est différent de la rotation. Donc vous voyez ici, elle regarde de l'autre côté, on a vraiment une opération de miroir qui est effectuée. Et aligner, c'est pour aligner plusieurs objets les uns aux autres quand on a plusieurs objets dans notre plan de travail. Alors dessiner, là c'est pour dessiner une série de choses sur l'écran en 2D, mais on va par exemple pouvoir écrire un texte ici dans cette police là, d'accord, mais vous voyez c'est pas du texte qui est intégré dans le mesh, c'est vraiment du texte sur notre écran. Alors vous allez me demander à quoi ça sert. On verra ça plus tard puisque ça sert dans certaines fonctions spécifiques. Je vous montre simplement que le menu dessiner permet de générer toute une série de choses qui vont être utilisées dans une fenêtre pour pouvoir être utilisées dans d'autres fonctions. Alors avant de passer aux fonctions spécifiques, l'utilisation, au cas d'usage spécifique et à vous apprendre comment manœuvrer dans Luban, un dernier point pour l'interface, on a la manipulation de l'objet. Vous voyez, on utilise évidemment sa souris, alors la molette permet de zoomer et dézoomer, et le bouton gauche de la souris va permettre de faire des choses mais en fonction de ce qui est activé. Donc je rappelle dans le menu vue, ici on n'a rien d'activé. Si j'active vue flottante et que je fais ça, je peux venir, en appuyant sur le bouton gauche, tourner mon modèle comme celui-ci. Si je choisis décaler, et vous voyez que ça correspond ici à cette icône là, ça me permet de bouger de gauche à droite. Pivoter va me permettre de pivoter en fait de la même manière que la vue flottante. Donc on a la fonction ici. Alors la différence entre pivoter et la vue flottante, elle est ici.
quand je fais pivoter et que je fais ça, vous voyez, ça reste. Alors que vue flottante, si je fais ça, hop, il continue de flotter. Donc ça, c'est quand même vraiment un cas d'usage spécifique à vous. Je vais revenir dans ma vue pivotante. Et en fonction, alors ici je suis sous Mac, mais sous Mac, si j'appuie sur CTRL et que j'ai la vue pivotante, et ben vous voyez, je peux pivoter comme ça. Et je rappelle que si jamais on se perd un petit peu dans cette manipulation, on peut venir recliquer ici pour réafficher notre modèle comme on le veut. Alors ici, je suis en vue flottante, donc je fais comme ceci. La fonction attraper, ben, ça permet de venir voir en coupe. Donc on vient attraper une face et on glisse jusqu'à venir voir ça en coupe. Si je fais ceci, je pourrais combiner, prendre un quart et puis l'autre quart, alors ça ne ressemble à plus rien du tout, mais voilà, ça nous permet de voir à l'intérieur de notre modèle. Et cette fonction-ci ici, qu'on va retrouver ici déplacer la lumière, eh ben, on l'a vu tout à l'heure, ça permet de déplacer le projecteur placé sur notre modèle. Donc voilà au niveau des opérations simples et minimum. Alors il y aura des opérations spécifiques mais propres à chaque fonction et donc on les verra dans les fonctions spécifiques. Maintenant qu'on a vu un petit peu l'interface et la manipulation globale de cette interface, commençons à utiliser les fonctions spécifiques de l'UBAN. Alors on l'a vu tout à l'heure mais on va le reprendre. Si on fait créer et forme 3D, on peut créer des formes 3D qui sont voilà, spécifiques en fonction de ce qu'on va avoir besoin. Ça peut être utile pour faire une base, pour créer quelque chose rapidement qui ressemble à ce qu'on a besoin. Et vous avez ici le diamètre qui peut être personnalisé en fonction de ce que vous avez besoin. Si je prends ici un tore avec un diamètre de tube de 20 et un diamètre de 40, je peux me faire comme ça une petite forme. Alors évidemment, il en faut un usage spécifique. Si on passe en revue les formes qui peuvent être créées, on peut créer un cube, on peut faire un prisme, et là encore, on peut augmenter ou diminuer le nombre de ses côtés. On peut en faire quelque chose de pyramidal avec plus ou moins de côtés. Alors si on peut pas avoir moins de 3 côtés, ce qui est logique, mais si vous avez envie de vous imprimer une pyramide rapidos, voilà, c'est plutôt facile. Tronc, c'est cette forme comme ceci, trapézoïdale. Un cylindre, ça dit bien ce que ça dit. Un cône, c'est un peu comme la pyramide, mais avec une face arrondie. Donc dans le cône, on peut changer le diamètre, mais pas le nombre de facettes, puisque les facettes seront toujours générées de manière à ce qu'il y ait une surface arrondie. Le tronc en cône, c'est une forme trapézoïdale, mais en forme de cône. Une sphère, alors là vous allez me dire la sphère, elle n'est pas très sphérique. Non, effectivement. Mais si vous augmentez le nombre de côtés, forcément, vous augmentez la précision de la sphère. Si j'en mets à 40, ce sera encore plus précis. Si je mets à 100, j'aurai énormément de petits polygones et une sphère qui est bien ronde. Et enfin tore, si vous voulez faire des donuts, c'est avec cette fonction-là. Et donc une fois qu'on a notre modèle, on vient cliquer sur sauvegarder modèle et ça va générer un STL à l'endroit où on veut le sauvegarder. Et je répète également que si on veut l'associer à une autre forme, on vient faire fusionner et on vient choisir l'autre figure qu'on a d'ouvert. Par exemple ici la Mona Lisa. Et hop, la Mona Lisa a un donut dans sa scène, ce qui va après pouvoir me permettre de travailler sur les deux objets. Alors, si on revient dans le menu créer et qu'on veut créer un bamboucopter, vous voyez, on a ici un menu pour nous permettre de créer un bamboucopter. Alors là, on peut avoir le choix entre créer la pièce en un seul corps ou en faire un assemblage. Et vous voyez, alors il va créer une tige dans laquelle on va pouvoir mettre ici nos pales. On peut choisir le nombre de pales. Voilà, j'augmente ici le nombre de pales. On choisit l'angle d'inclinaison des pales, leur longueur. Si je veux des pales un peu plus courtes, à ne pas oublier de faire Enter à chaque fois. Donc ça, c'est si je veux des pales un peu plus courtes. Et imaginons que je veux des pales beaucoup plus longues. Voilà. L'épaisseur de la lame, on peut l'augmenter aussi. Vous voyez, plus grand, plus fin. Elle était à 2,
par défaut. Alors tout n'est pas traduit, hein. Vous voyez ici, il manque de traduction. La tige également, on peut changer le diamètre de la tige et ça change, vous voyez, automatiquement aussi le trou d'insertion. Si je mets un diamètre tout fin, j'ai le trou d'insertion qui change également et qui devient tout fin. Alors c'est les jeux hein, comme ça hein, que vous tournez et puis ça s'envoie en l'air comme ça et on peut s'amuser comme ceci avec. Imaginons que je veux en imprimer une à un corps, comme ceci. Et ben je viens sauvegarder le modèle. Alors il n'y a pas de tolérance. Hein. Si j'avais fait un assemblage, il y aura un paramètre de tolérance, ce qui permet en fait qu'il y ait un petit jeu entre cette pièce et cette pièce-là. Vous voyez que ça permet de bien rentrer sans être trop lâche, mais sans non plus ne pas savoir se détacher parce que c'est très collé l'un à l'autre. Donc on peut jouer sur les résistances à ce niveau-ci, sur les tolérances pardon à ce niveau-là. Donc moi par exemple je vais générer le STL ici et je vais le sauvegarder. Et vous voyez que j'ai un STL avec un Borboucopter et je pourrais l'imprimer. Par exemple je vais ouvrir Orca Slicer et j'ai mon STL ici. Je peux l'imprimer. Je vais par exemple le faire en l'orientant sur cette face-là. Alors je vais devoir prévoir un petit peu de support mais rien de bien méchant. Et voilà, je pourrais l'imprimer. Alors je peux m'en servir aussi pour générer par exemple des hélices pour des modèles d'avion. Si j'ai envie d'avoir un usage un petit peu plus avancé. Mais en tout cas, vous voyez que vous pouvez générer ça quand même très facilement. Ce sont des jouets qui sont assez faciles à faire et qui sont toujours très amusants. Vous pouvez les faire de la longueur que vous voulez et de la taille que vous voulez. Alors, si on crée un objet bottle, hein, avec la fonction de bottle, on va pouvoir en fait, faire une bouteille en partant d'un modèle 2D, enfin en partant d'une image. Alors, je vous montre ceci. Hein, pour ça, vous allez avoir besoin d'une image à peu près du contour d'une bouteille. Vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir le faire. Vous trouvez une image qui correspond, hein, mais moi, je vais en faire une dans Illustrator. Bon, on va faire quand même relativement simple. Hein. Donc, imaginons, bon, je vais faire... vite fait, hein, une forme comme ceci. Donc voilà, ma bouteille sera comme ceci. Je vais venir aligner mes points. Je vais lui demander un fond noir. Alors je vous ai dit, hein, j'ai vraiment fait à la grosse louche. Hein. Et donc voilà, je vais avoir à peu près cette forme-là. Donc c'est une bouteille bizarre. Hein. Allez, on va lui donner une forme un peu plus évasée. Voilà, comme ceci. Donc notre bouteille ressemblera à ça. Et dans l'Uban, je viens cliquer sur Vertical Section. Je choisis mon image, vous voyez, j'ai ici mon image. On voit qu'elle a plus ou moins cette forme. Et il vient me créer une bouteille qui ressemble à ça. Alors, je peux choisir d'avoir un bouchon ou non. Si je choisis pas de bouchon, en fait, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire un vase. Un vase qui est comme je veux. Et donc, vous voyez bien, on pourrait trouver une image, faire ça un petit peu comme on veut. Hein, ça dépend vraiment du modèle 2D que vous avez, mais on peut faire à peu près ce qu'on veut. Si on l'évite pas, on peut le garder comme ceci pour pouvoir imprimer en mode vase par exemple, ou on les vide pour l'avoir en modèle plein. L'épaisseur, c'est nous qui choisissons. Si on veut doubler l'épaisseur, vous voyez, on a quelque chose de plus épais à ce niveau-ci, et on peut prévoir un capuchon ou non, qui sera vissé avec, on choisit la hauteur du capuchon, et comme ceci c'est plus un vase mais c'est une bouteille, et vous voyez en diminuant là, j'ai une bouteille qui a la forme que j'ai envie, et si je sauvegarde le modèle, j'ai deux STL qui sont créés, un avec ma bouteille et vous voyez avec le pas de vis pour la bouteille, et un autre avec le capuchon qui intègre également un pas de vis pour pouvoir être imprimé et puis vissé. Alors, vous voyez, on peut s'amuser avec ça. Hein. Si je viens prendre, par exemple, un modèle comme ceci d'une espèce de coupe, hein, là c'est un vecteur que j'ai trouvé, une coupe dessinée, vous voyez, je peux me faire une coupe. Alors, il faudra probablement travailler un peu sur le modèle et notamment, ici, il faudra augmenter le maillage, hein, puisqu'il est un peu, il n'est pas très beau comme ceci. Mais on peut se faire notre petite coupe comme ça, personnalisée, et s'amuser avec à peu près toutes les formes qu'on veut. Vous voyez, ici j'ai pris le modèle d'une flasque, d'un flacon, et voilà, j'ai quelque chose comme ça, qui est une bonne base de travail pour exploiter avec ou sans capuchon. Hein, donc ça, c'est vous qui voyez.
Ici, vous voyez, avec un capuchon tout fin, si vous avez envie de faire ceci avec un capuchon ou sans capuchon. Voilà déjà pour vos créations avec Luban et cette fonction bottle, vous pouvez déjà faire pas mal de trucs sympas. Alors la fonction dice va nous permettre de créer des dés. Et donc vous voyez, j'ai un dé qui est créé et je peux sélectionner un modèle pour mon dé. Et vous voyez, je peux générer un dé avec des logos par exemple. Ici, j'ai pris cette image-là, mais je pourrais prendre mon logo et voilà, j'aurai Technapa. Alors on peut travailler sur l'extrusion. Si je mets 0, il n'y aura pas d'extrusion, ce qui est logique. C'est-à-dire un renfoncement de l'image, mais je peux mettre moins 0,5 par exemple, mais par défaut il est à moins 1, donc voilà, on a un petit comme ceci. On peut sélectionner la taille de notre dé, alors c'est un dé à 6 faces, on peut pas faire un dé à 20 faces avec ça, mais on peut travailler la taille, donc on a un dé de 2 cm ici, on pourrait faire un dé de 3 cm par exemple, bon voilà tout simplement, changer les valeurs le rayon des coins, si je le mets à 5, vous voyez, j'ai des coins ici plus souples et le chanfrein du bord, je vais le mettre à 1 et j'aurai un chanfrein plus important et je peux imprimer mon dé comme ceci. Alors des lunettes, on peut également se dessiner nos propres lunettes pour pouvoir se les imprimer ou la graver avec une CNC par exemple si on veut les faire en bois. Et là, vous voyez qu'on a une série de paramètres qui est quand même vraiment important. Là encore, on va pouvoir décider de n'avoir qu'un seul corps ou avoir des assemblages et il va nous falloir un modèle. Alors là encore, je reviens sur Illustrator et je vais vite faire un modèle, mais vraiment extrêmement simpliste, en me basant sur cet engrenage-là. Hop. Alors tout ce que je vais avoir besoin, c'est simplement de la forme d'un des vers, puisque c'est Luban qui va gérer après les autres fonctions, les branches et compagnie. Donc on va dire qu'on va faire des vers comme ça, un peu comme des engrenages. Alors ce sera pas très confortable à porter, je suis bien d'accord, c'est juste pour l'illustration, mais voilà. Donc je vais exporter ceci et dans sélectionner le modèle, je vais venir prendre ça. Et vous voyez qu'il m'a généré une paire de lunettes, un cadre pour une paire de lunettes basée sur mon modèle. Alors, je peux venir lui dire, tiens, je m'en fiche, je veux que tu imprimes en une seule part, ou je veux un assemblage. Comme ça, tu me crées plusieurs modèles, et puis ici, on va venir mettre une vis, par exemple, et on a toute une série de paramètres qu'on peut venir indiquer. Par exemple, la taille des yeux. Vous prenez le diamètre de vos yeux, si vous avez plus petit, il va faire plus petit. Donc, l'épaisseur du cadre, ici il est sur 3 mm, on pourrait avoir un cadre on pourra avoir envie d'un cadre beaucoup plus fin. Par exemple, ce serait pas très solide. Ou au contraire, un cadre bien épais. On peut vouloir ou non prévoir des vis pour le cadre. Vous voyez ici je vais lui dire non. Comme ça, il garde ça comme ceci, on aura juste une vis entre le cadre et la branche. Le pont, c'est ceci. On peut changer la courbure du pont, changer sa hauteur. On peut avoir un double pont, si jamais on avait envie. La taille du pont en X, ça va déterminer l'espace entre les yeux. Alors ça, il faudra prendre des mesures et tout ça, mais voilà, on pourrait rapprocher ceci. À l'intérieur, vous voyez, on a un coussinet qui a été créé pour notre nez. On peut venir ici augmenter ceci. Alors ce qu'ils appellent temple, c'est les branches, voilà, je dis au cas où. On peut augmenter la taille des branches par exemple, donc c'est plutôt leur hauteur, leur longueur, le tour d'oreille, enfin voilà, diamètre de la vis aussi en fonction de, je sais pas, si je veux une vis de 3 mm, ce sera pas très beau, mais au moins voilà, on peut le faire. Et donc voilà comment est-ce qu'on peut se faire une paire de lunettes alors qu'on va sauvegarder en plusieurs STL ou en un seul si on choisit assemblage ou corps, et on pourrait l'utiliser, imprimer sa paire de lunettes ou utiliser ce modèle pour faire comme on veut. Et on peut dessiner nous-mêmes ou trouver vraiment des vecteurs, faire ce qu'on a envie du moment qu'on a un modèle un peu rond qui pourrait servir de vue de paire de lunettes. Alors Luban permet aussi de faire des lithophanies. Vous savez, ce sont ces espèces d'impressions 3D sur une surface assez fine qui fait que lorsqu'on met de la lumière,
on va voir avec un effet d'ombre l'image projetée. Alors quand on fait la fonction lithophanie dans Luban, eh ben, il nous prépare déjà un pied. Hein. Vous voyez ici, on peut mettre une bougie ou une lumière qui va éclairer la surface ici. Hein. On imprime en général avec un blanc naturel pour que ce soit relativement transparent. Et notre image va venir être mise ici. Alors pour que vous compreniez mieux, hein, donc ici on a un cadre en fonction de la forme. Vous voyez, si je fais plat, j'aurai un cadre plat. Si je fais arc, j'aurai un cadre plus ou moins courbé. Si je fais rectangle, eh ben, j'aurai une espèce de boîte comme ça avec des photos tout autour et je mettrai la lumière à l'intérieur. Un vase permet d'avoir une photo qui fait tout le tour. Donc vous voyez le principe. Je vais prendre arc ici et choisir une photo. Alors la lithophanie, c'est mieux avec des vraies photos. Hein. Et je prends par exemple la photo de mon chat. Vous voyez ici, donc là il m'a créé une structure et vous voyez, si vous voyez bien en fait, on va avoir un effet 3D comme ça. Hein. Il y a des points qui vont ressortir, d'autres qui ne vont pas ressortir. Donc ici, si j'appuie ici sur allumer ou éteint, c'est une espèce de simulation de ce que ça donnera une fois avec une lumière allumée. Ça veut dire que ça donnera un effet tout blanc, mais une fois qu'on allume la lumière, eh ben, ça va venir comme ça faire ceci. Alors, voilà. Donc la lithophanie, c'est comme ça que ça fonctionne. Et évidemment, il faut tester. Hein. Donc on va avoir une espèce de hauteur. Hein, et en fonction de la hauteur, plus le point est bas, plus il va être proche de la source lumineuse, forcément, et donc plus il va être clair. À l'inverse, plus le point est haut, plus il va être loin de la source lumineuse, et plus il va être sombre. Et d'ailleurs, on voit ici, si on diminue l'intensité de la source lumineuse, par exemple, eh ben, on a beaucoup de sombre. Si on l'augmente, tout s'éclaircit un petit peu, mais les points les plus hauts restent quand même les points les plus sombres. Et partant de la photo, hein, donc on peut venir régler ici toute une série de choses, hein, la taille du modèle, l'épaisseur minimum et maximum, hein, donc en fonction des hauteurs. Alors déjà automatiquement il permet de faire quelque chose qui est propre, hein, mais vous pouvez aller beaucoup plus dans les détails et chipoter pour que ce soit encore plus adapté à votre modèle. Alors bordure lumineux ou sombre, si vous voyez ici, hein, on est sur l'idée qu'on a une source lumineuse ici. Que plus on est proche de la source lumineuse, plus les pixels vont être éclairés, entre guillemets. Imaginons des pixels, comme si c'était une télévision. Et plus on est loin, ben plus ils seront sombres. Avec la bordure lumineuse, on a une bordure qui est très fine, très proche de la source lumineuse. Alors qu'avec une bordure sombre, eh ben on a une bordure qui est beaucoup plus épaisse. Donc la source lumineuse devra traverser beaucoup plus de matière et donc sera beaucoup plus sombre à ce niveau-ci. Donc c'est comme ça que vous pourrez jouer sur le côté bordure lumineuse ou bordure sombre. L'épaisseur du bord, ben vous imaginez bien ce que ça veut dire. Hein. On peut changer ceci pour avoir par exemple une photo comme ceci avec un petit biseautage. Et si on joue entre la taille de la bordure et l'épaisseur du bord, on peut jouer sur cet effet de biseautage. Le type de prise ici, ça correspond en fait à ce qu'on va avoir ici derrière. Donc en fonction de la lampe qu'on va mettre, bougie, lampe LED, etc. On peut avoir une forme fermée comme ceci ou une forme ouverte comme ceci. C'est vous qui voyez. Le diamètre de prise, eh ben, c'est le diamètre de ceci. Hein. Si je viens mettre à 50, vous voyez que j'ai un diamètre beaucoup plus grand. Si je remets si je mets à 10, ce sera beaucoup plus petit. Il était à 20, je vais le laisser à 20. Comme ceci. On peut prévoir ou non une fixation. Alors si je prévois une fixation, vous voyez, ça me prévoit ici quelque chose avec un diamètre de trou. C'est moi qui vois comme j'ai envie ou non. Et un support, eh ben pareil, on peut vouloir avoir envie d'un système pour le poser comme ceci. Donc ça, c'est des options, c'est vous qui voyez un petit peu si vous avez envie de faire cette option ou non. Alors une fois qu'on a réglé ça, on peut encore venir changer notre type. Hein. Vous voyez ici, je peux changer en format arc, en format dual, alors ça va me faire une espèce de triptyque comme ça. En rectangle, c'est une boîte dans laquelle je viens mettre une lumière et donc qui va éclaircir dans tous les côtés. Polygones, c'est moi qui choisis le nombre de côtés. Par exemple ici il y en a 3, mais je pourrais
faire un hexagone, tronc, enfin vous avez compris, en venant choisir ici, on a différentes possibilités. Et ce qui fait maintenant assez fureur grâce notamment aux imprimantes style bambou et compagnie, qui permettent le multicouleur, eh ben, c'est de pouvoir, en choisissant ici CMJK, donc c'est cyan, magenta, yellow, black, donc en utilisant ces 4 couleurs dans son imprimante, eh ben, on peut générer un modèle qui est coloré comme ceci. Alors on a la même carte de hauteur, il va imprimer une plaque avec ces couleurs là, et vous voyez qu'il nous a généré tout un modèle et on l'imprime un peu comme on veut. On a un fichier texte pour les paramètres si on a un système de multicouleurs qui utilise ce genre de choses. On peut aussi s'amuser à colorier nos couches directement dans le logiciel. On a les STL séparés aussi avec les couleurs par couche si on préfère travailler comme ceci. Et par exemple, disons que dans Orca Slicer, je veux imprimer cette photo. Du coup, je viens ouvrir dans Orca les différentes parties. Je dis que je ne veux pas un objet unique avec plusieurs parties, mais 5 objets qui s'empilent. Et je vais venir dans Assemblage. Et là, j'ai mes couleurs. Donc c'est CMJK, donc c'est le cyan, le magenta, le jaune, le noir, et alors on rajoute le blanc. Et vous voyez ici, en fonction de ce qu'il dit comme couleur, je vais venir sélectionner la bobine. Donc magenta, cyan, c'est bon. Je viens mettre magenta ici, jaune là, et remettre blanc ici. Alors vous, ici, vous ne le voyez pas vraiment, parce qu'on est dans une logique de couches superposées. Mais une fois qu'on aura imprimé, en fait, à travers la lumière, il va composer avec ces différentes couleurs pour restituer une image colorée. Et donc, c'est logique que les couleurs cyan, magenta et jaune sont le plus proche de la source de lumière. Donc, voilà comment est-ce qu'on imprime une lithophanie. Et d'ailleurs, si je décompose les couches, on peut voir un petit peu, on a le fond qui est blanc. Et donc, il faut pour une lithophanie utiliser un blanc comme un genre blanc nature, quelque chose qui laisse passer la couleur. Mais donc, voilà. Et maintenant, je peux imprimer ce modèle et en faire une photo imprimée en 3D, une lithophanie. Alors, d'autres possibilités créatives vont se trouver dans ce menu Photo Magique. Alors, Photo Magique va nous permettre de faire toute une série de petites choses, vous voyez, ballon, boîte, cellule, cutter, extrusion, flexi, couche, lenticule, enfin bref, toute une série de choses, avec la particularité, ou en tout cas le point commun, qu'elles vont toutes devoir partir d'une photo en 2D, d'un vecteur, d'une illustration ou d'une vraie photo. On va regarder ceci. Par exemple, si je veux faire une boîte en partant d'un vecteur. J'ai repris le même modèle, le même vecteur que j'avais pris pour la paire de lunettes. Vous voyez ici, c'est cet engrenage. Et je choisis donc ici boîte en méthode, je suis venu prendre la photo et je peux venir modifier mes dimensions, soit les dimensions intérieures, soit les dimensions extérieures. Vous voyez que la boîte a un couvercle, le couvercle va se trouver ici, on peut choisir le type de couvercle. Ici il est par incrustation, on pourrait faire un couvercle plat. Alors là, vous voyez, c'est un petit couvercle qui vient se rajouter avec des connecteurs au-dessus. Pour quelque chose comme ça sera plus compliqué, mais on pourrait avoir un couvercle basique qui vient simplement se visser. Alors, pour ce genre de forme, c'est pas très adapté. Voire un couvercle dit torsion, où on a une espèce de vissage, mais avec la pièce qui est comme ceci déformée. Bon, c'est à tester, mais en tout cas, voilà ce que ça permet d'avoir. Je vais remettre un couvercle par incrustation, ce qui permet d'avoir comme ceci 2 pièces avec le couvercle qui vient se mettre dedans. On peut modifier ici notre taille de base, donc ici je serai sur une boîte de 10 cm sur 10 cm avec une hauteur de 4 cm. Je pourrais décider d'avoir une boîte plus profonde, comme ceci. Et donc, comme vous voyez, ça vous permet vraiment de pouvoir designer les boîtes que vous voulez dans le format et dans la forme que vous voulez. Bon, moi j'ai utilisé Illustrator, vous allez me dire « Ouais, mais Illustrator, moi je connais pas, je suis pas graphiste. » Vous pouvez tout à fait faire ça. Alors là, avec Paint, il y a moyen. Moi ici, je n'ai pas Paint, puisque je suis sous Mac. Mais n'importe quel logiciel de dessin fera parfaitement l'affaire. Ici, c'est Paintbrush, qui est en gros l'équivalent de Paint open source sous Mac. Vous pourriez vous dire, je vais faire n'importe quoi comme boîte. Je sais pas, moi, j'ai envie d'une boîte
comme ceci. J'ai envie d'une boîte Mickey, hein. Voilà. Bon allez, on va lui faire des plus grandes oreilles. Comme vous voyez, je fais vite fait, hein. Je viens remplir comme ceci. Donc je me fais une forme comme cela. Je viens la sauvegarder en PNG. Et dans l'Uban, je viens l'importer. Et voilà. J'ai ma boîte en forme de Mickey. Qui est, ben voilà, hein, c'est très facile de faire comme ceci. Alors, dans les paramètres, qu'est-ce qu'on a? Ben, on peut venir choisir soit on va travailler sur les dimensions extérieures, soit sur les dimensions intérieures de la boîte. Comme je le disais, la taille de base, ben vous choisissez, c'est ici, c'est en millimètres. Je vais mettre par exemple une hauteur de 50 mm et je pourrais faire une petite boîte. Alors vous voyez ici, hein, les oreilles sont pas très symétriques. Je voulais vous montrer, heureusement dans mon travail je dessine un peu mieux, mais je voulais vous montrer vraiment un truc tout basique, hein. Si vous avez aucune compétence de dessin mais que ça vous amuse de pouvoir faire comme ceci, prendre une forme et en créer une boîte, hein, de la forme que vous voulez, eh ben ça peut fonctionner comme ceci. Autre chose aussi pour les boîtes, hein, et ça peut être utile par exemple pour faire des boîtes LED, par exemple pour faire le nom, je sais pas, le nom de votre enfant. Je vais vous montrer. Alors il faut peut-être des outils particuliers, par exemple moi je vais le faire sur Illustrator, mais vous pouvez le faire sur Inkscape. Il existe peut-être même des générateurs. Je vais regarder si ça existe. Alors voilà ici, hein, je vais mettre le lien directement en description. Si soit vous faites votre modèle sous Illustrator, sous Inkscape, voilà, soit vous utilisez ce genre de truc. Et par exemple, je veux faire une boîte avec écrit le nom de mon fils. Je viens choisir, alors il faut pas trop de relief et compagnie, hein, donc on va prendre quelque chose qui est très mat, sans... donc je viens choisir la police. Donc voilà, c'est important de prendre une police où tout est attaché, hein, parce que sinon ça marche moins bien, voilà. Et on va prendre le modèle ici sans trop d'ombrage. Je vais retirer le fond. On peut augmenter un peu si on veut, hein. Pas de souci de ce côté-là. Le remplissage, je vais lui demander de faire un remplissage noir. On vient mettre un fond blanc, c'est important. Et on vient sauvegarder l'image en PNG. Et maintenant, je viens prendre l'image pour ma boîte. Et voilà, on a une boîte qui peut servir juste parce que si on a envie de s'amuser ou si on veut mettre des LED dedans pour faire une boîte à LED. Alors vous voyez, il manque ici un petit peu, hein, l'intérieur du A, l'intérieur du L. On va venir trouver ça ici dans motif intérieur. On peut décider soit de l'extruder. Donc en fait, il va venir rajouter une petite partie au-dessus pour que ça puisse être vu. Soit ce qu'il appelle tiret. Alors la fonction tiret, en fait, c'est qu'il va venir rajouter quelque chose qui va imprimer en plus, hein, donc on va venir coller. On peut du coup imprimer ça dans un autre filament, dans une autre couleur. Alors petit truc, si vous appuyez sur E, vous allez pouvoir éclater les différentes pièces, puisqu'ici on a plusieurs pièces différentes. On a la boîte qui est blanche, on a le couvercle qui est bleu mauve, et on a ici ces petits inserts qui sont rouges. Si on appuie sur E, vous voyez, je viens éclater, hein, la fonction, et on peut voir à quoi ressemblera la boîte une fois imprimée, comme ceci. Donc on l'imprime comme ça et on peut la remplir de LED à l'intérieur. On pourrait imprimer du coup le M dans un filament blanc nature qui laisse passer un petit peu la lumière, ou un filament d'une autre couleur mais relativement translucide qui laisse passer la lumière, et puis venir rajouter les petits inserts dans une couleur contrastée pour que quand il y a la projection de la lumière, ça se voit bien. Voilà la fonction boîte, ce que ça permet. Alors on a aussi couvercle creux ici, vous voyez, on a juste un trou qui est fait au niveau de ce qui devrait être les éléments internes. Et boîte creuse, il a rajouté ici à l'intérieur le A, mais vous voyez, ça n'a pas beaucoup marché pour le L. Donc, c'est vraiment à voir. Moi, je préfère la fonction tiret et pouvoir rajouter moi-même, hein, venir recoller dedans. Et j'imprime ceci alors dans une autre matière qui soit un petit peu plus opaque. Vous pouvez aussi jouer sur les chanfreins de bord. Donc ici, on est à 0,5 pour vous montrer en exagérant. Si je passe à 1,5, eh ben, j'ai un chanfrein qui est beaucoup plus gros au niveau de l'intérieur du couvercle. Si je mets à 0,
j'ai pratiquement, enfin c'est plat, j'ai rien du tout. Donc c'est quand même bien de laisser un petit chanfrein. On pourrait le laisser un peu plus petit, hein. Et alors tolérance, ça, c'est à régler si jamais votre couvercle ne s'emboîte pas bien à l'intérieur. On peut mettre par exemple 0,2 de tolérance. Et donc là, vous venez rajouter une valeur si jamais, malheureusement, l'élément ne s'imbrique pas correctement au moment de l'impression. Mais donc voilà pour le format boîte. Alors vous pouvez faire des boîtes de toutes formes, de toutes sortes, hein, c'est vous qui voyez. Mais si vous avez envie de faire ces lightbox, alors il y a plein de manières de faire des lightbox, mais ceci en est une. L'inconvénient de celle-ci, c'est qu'on n'a pas un trou par exemple pour faire passer une prise. Mais ça, c'est pas très grave parce qu'on peut le faire directement par exemple dans Orca Slicer. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait avec une opération booléenne ou un trou. Donc ici, je vais sauvegarder mon modèle. Il va me générer plusieurs STL. Me voilà dans Orca Slicer et je vais venir prendre, vous voyez ici, j'ai mon corps. Bon, alors j'ai mes autres pièces, hein. Ça, ce sont les petits éléments en plus qu'on va venir coller sur le couvercle. Et j'ai le couvercle qui est à imprimer comme ceci. Imaginons maintenant que je veux faire ici un trou pour faire passer une prise pour une lampe LED. Eh ben, c'est pas très compliqué. Je viens faire un clic droit, ajouter une primitive et un cylindre. Je viens modifier la taille de mon cylindre en prenant la fonction redimensionner. Hein, je peux venir le mettre à la taille du trou que je veux. Je viens positionner ici dedans, là où je vais vouloir mon cylindre. Je le fais descendre un petit peu, comme ceci. Voilà, vous voyez, il traverse alors le trou. Je viens ici dans ma liste des objets, hein, donc Global Objet, sélectionner mon corps et le cylindre. Je fais clic droit, assembler. Et là maintenant, je vais pouvoir faire une opération booléenne. Je choisis la première pièce qui va être mon corps, la deuxième pièce qui va être le cylindre. Je fais une soustraction, supprimer l'objet et soustraction. Et voilà, maintenant, quand je vais imprimer, j'aurai un trou à l'arrière et je peux imprimer ma boîte comme ceci. Alors, outre la boîte, on a le ballon. Alors, le ballon, c'est quoi ? C'est pour pouvoir faire une espèce, voilà, je garde mon nom, hein, Maël, hein, mon fiston, et je pourrais imprimer une espèce de ballon comme ça. Alors ça peut faire un effet sympa, hein. Évidemment, tout ceci marche mieux avec des vecteurs, hein, parce que si je prends une photo, une vraie photo, ça c'est une photo du Technapa plus jeune, ça donne pas grand chose, hein, ça va être compliqué à travailler. Donc je vous conseille quand même de travailler avec des images plutôt vectorielles, hein, donc plutôt des dessins, hein. Si je viens faire un Mickey, je reprends mon Mickey, et voilà, j'ai mon ballon comme ceci avec la tête de Mickey. L'important c'est que vous ayez une image avec du noir sur fond blanc, c'est ce qui donne le meilleur résultat. Du noir sur fond blanc, c'est ce qui donne le meilleur résultat. Donc je reprends ici mon Maël, ou imaginons que je suis très fan des chiens, voilà, hein, je pourrais faire ceci, cette espèce de coussin. Alors, il faut partir du principe qu'il va toujours travailler sur les blancs et les noirs sur votre image. Je vais vous montrer l'image ici, hein. Vous voyez, ici, on a quand même une difficulté, c'est que il va pas imprimer en un bloc. Pourquoi ? Parce que dans mon image, ici, vous voyez, j'ai pas de blanc ici. Donc, il faudra retravailler quand même un peu votre image pour laisser un peu plus de blanc au centre si vous voulez que ça donne un résultat qui est plus sympa, vu que ce qui va travailler, c'est en fait sur les noirs et les blancs. J'ai retravaillé maintenant ici dans Photoshop vite fait, un cadrage blanc. Et si je viens recharger mon image, vous voyez maintenant que je n'ai plus ce problème. Je pourrais imprimer ceci. Alors, le coussin va avoir une forme un petit peu gonflée, hein, forcément, hein, c'est le principe du coussin. Et le gonflage, ça va être ici dans Extension. 0,5, ça donne un gonflage comme ça. On peut avoir un gonflage plus petit en mettant 0,1. Vous voyez, c'est pratiquement plat, un petit peu gonflé. On pourrait exagérer et avoir un gros coussin. Voilà, comme ceci. Alors là, c'est pas très très beau, mais vous voyez un petit peu le principe. Vous devez trouver la valeur qui vous correspond le mieux, hein, qui vous parle le plus.
Et résolution, ben vous pourrez travailler sur la finesse du trait. Vous voyez, la résolution, elle était à 0,1 et on voit ici, on a bien tous les détails. Si je passe la résolution à 1, hop, les détails deviennent plus grossiers. Ça peut donner un effet aussi si on a envie, mais voilà comment est-ce que on règle ceci. Alors, troisième possibilité dans Photomagic, c'est la cellule. Alors ici, c'est quelque chose qui moi personnellement m'intéresse pas, mais je vais quand même vous montrer. C'est pour pouvoir faire une espèce de petite grille. Hein. Bon, ça donne un effet sympa. Hein. Là encore, je vais reprendre une photo plutôt qu'un vecteur. Voilà, la photo de Technapa. Et ça va me donner une espèce de petite grille comme ceci, où on peut distinguer ma photo. Alors, il vaut mieux utiliser une photo en noir et blanc. Hein. Donc là, vous avez vu que j'ai pris une photo couleur pour vous montrer ce que ça donne, mais je vais transformer la photo en noir et blanc et il faut jouer sur les contrastes. Donc là encore une fois, ici je suis sous Photoshop, je vais venir transformer ma photo en noir et blanc en appuyant sur les contrastes et je vais venir reprendre ma photo. On voit déjà un peu mieux. Et ben, ce que vous pouvez faire, donc vous voyez, hein, c'est une espèce de petite grille blanche comme ça, plein de petits trous pour donner un effet. Alors ce que je vais faire ici sous Photoshop par exemple, c'est, je vais lui dire de sélectionner le sujet, je vais inverser et je vais venir éclaircir le fond comme ceci pour pouvoir garder plus en avant le personnage, donc c'est-à-dire moi. Et si je viens recharger l'image, on me voit déjà un peu plus. Et après, je peux m'amuser à jouer avec l'épaisseur par exemple de ma planche. Là, elle est à 0,5, je vais mettre à 1. Les formats des cellules, donc des petits trous, là c'est des pentagones, mais je peux faire des carrés, des hexagones, des cercles. Enfin, vous voyez le principe, je peux augmenter ou diminuer ma résolution. Si je la diminue, ça me fait, là on ne voit plus rien du tout, hein, vous voyez, ça fait juste des gros points. Donc si je la diminue pas autant, elle était à 0,1, si je la mets à 0,5, on commence à me deviner. Si je la mets à 0,3, on me devine un peu plus. Si je la mets à 0,1 comme elle était, vous voyez, on a ces pixels. Mais si je la mets par exemple à 0,05, ça va mettre un peu plus de temps, mais on me voit de manière beaucoup plus fine. On a aussi beaucoup plus de polygones, hein, donc l'image, vous voyez, ça commence à ramer un peu chez moi. Et j'ai un ordinateur qui est quand même relativement puissant. Donc, il faut trouver le bon équilibre si vous voyez l'usage de ce genre de choses. Alors, pour vous montrer dans le slicer ce que ça donne une fois que c'est fait, voilà la plaque qu'on obtient, hein, plein de petits trous et à imprimer. Et ce qui est sympa, hein, si on vient regarder ici, c'est que Luban nous le génère en plein de formats différents. Donc on a le STL, mais on a aussi le DXF ou le SVG si par exemple on a envie de modéliser ou ici dans le cas du SVG, d'en faire une gravure laser par exemple ou une découpe CNC. Alors, la fonction cutter, elle va fonctionner beaucoup mieux avec des vecteurs, donc fond blanc et noir, parce qu'ici, vous voyez, c'est ma photo, ça donne rien du tout, et ça permet de faire des cookie cutters, en gros. Donc ici, je vais reprendre, par exemple, mon petit chien, voilà. Si j'ai envie de faire des cutters, des cookies qui ressemblent à ça, il peut me générer directement des cookie cutters. J'ai pris le chien, mais ça aurait pu être Maël, hein, et donc, vous voyez qu'il le fait directement inversé, puisque c'est cette partie-là qui va découper le cookie. Donc voilà, et ça, ici, vous choisissez encore les dimensions, savoir si on veut intégrer ou séparer le motif intérieur. Là, c'est par exemple, si on veut faire un cookie cutter qui soit avec tout le bord qui est large et puis à l'intérieur, le nom soit écrit. Si on veut ignorer, il va simplement découper comme ça le nom. On peut jouer sur les dimensions ici. Sur les parois de la découpe, ça veut dire quelle sera la largeur. Si je mets 3, vous voyez, j'ai choisi une photo, mais vous pourriez aussi directement taper votre texte, choisir une police. Ça fonctionne de la même manière. Et une fois qu'on a notre cookie cutter, donc avec une poignée, pour pouvoir le manipuler facilement, on vient sauvegarder notre modèle et on va voir dans Orca Slicer ce que ça fait. Et voilà notre cookie cutter qui est tout prêt. On peut l'imprimer tel quel ou encore augmenter sa taille si on a envie.
Alors, autre fonction, c'est la fonction extrusion. Là encore, si vous avez envie de faire une petite plaque, là, ici, le nom s'y prête encore parfaitement bien. On peut le faire en positif ou en négatif, hein, vous voyez. Donc, alors, on a la plaque de base et le nom qui ressort, comme ceci, ça c'est en positif. Ou l'inverse, la plaque de base et le nom qui est creusé. Donc ça, si vous avez envie de faire des petits panneaux pour mettre sur les portes des chambres ou des choses comme ça, c'est toujours sympathique. Alors ici, j'ai mis un nom, hein, je vous montrerai après. On peut très bien prendre une image et faire la même chose. Au niveau du support, on peut avoir, en fait, on reprend la forme originale. Donc là, on a un panneau comme ceci, où on a toute une série de panneaux. Le cercle, je vous avais montré, mais l'hexagone comme ceci, un carré si on veut, ou un rectangle, et toujours des rectangles avec coin arrondi ou non, vous voyez. On peut faire vraiment quelque chose de sympathique. On peut également aussi, vous voyez, faire un angle d'élévation. Si ça, c'est bien, par exemple, si on veut faire une plaque pour un bureau, comme ceci, vous voyez. Alors, je peux imprimer ça, et j'ai une plaque pour un bureau. Ça permet aussi de faire des porte-clés, hein. Imaginons que je viens remettre ici à 0, et je lui demande un trou pour un porte-clés. Vous voyez qu'il m'a prévu ici un trou pour le porte-clés, donc je peux faire un porte-clés comme ceci, sans difficulté. Alors, on a de l'extrusion et de l'élévation, hein, ce sont deux valeurs différentes, donc je peux par exemple dire, je ne veux pas d'élévation, vous voyez, j'ai juste directement l'extrusion, comme ceci, avec une extrusion de 3, et puis je peux faire un porte-clés, comme cela. Donc, une fonction encore très pratique. Moi, je vais en profiter pour refaire l'angle d'élévation à 45 degrés pour faire un petit plateau, pour faire comme ça une petite plaque pour la table. Je vais retirer le trou et je sauvegarde le modèle. Et voilà dans Orca Slicer mon modèle. Alors comme j'ai une bamboulable, je pourrais même directement l'imprimer en multicouleur. Ce serait sympa et je le ferai peut-être, mais bon, voilà. Dans le cadre de la vidéo, je vais pas attendre d'avoir imprimé et de tout imprimer pour tout vous montrer, mais vous voyez un petit peu le résultat qu'on peut obtenir assez facilement grâce à cette fonction. Alors je le disais, on peut aussi prendre une image, hein, n'importe laquelle. Moi ici, j'ai cette petite icône d'un gamepad si on a envie de s'amuser à jouer les gamers et pouvoir faire comme ceci des panneaux en jouant sur les différentes valeurs. On peut avoir comme ça comme quelque chose d'extrêmement sympathique. On peut là encore directement écrire, hein, faire un panneau. Si on n'a pas envie de se casser la tête à créer un texte, une image, on peut directement faire notre panneau. Je vais prendre par exemple un rectangle et écrire, hop, Technapa. Je change la police et j'ai mon panneau Technapa qui est prêt. Vous aviez vu qu'ici mon panneau me laisse pas beaucoup de place, hein, il n'y a pas d'espace libre, c'est ici dans espace libre. Si je mets par exemple à 10, voilà, j'ai le panneau qui est comme ceci. Je vais lui dire que je ne veux pas de bord arrondi. Et voilà ce que nous permet cette fonction extrusion. Alors passons à la fonction flexi. La fonction flexi est une fonction qui est vraiment particulièrement sympa parce que vous avez déjà vu ce genre de modèle. Hein, ça c'est quelque chose que vous avez déjà certainement trouvé sur Thingiverse ou autre. Ici, avec n'importe quelle image, vous pourrez faire le vôtre. Alors en fonction de vos connaissances graphiques, vous pouvez soit trouver une image, hein, vous trouvez un vecteur qui vous plaît, soit vous la dessinez vous-même. Ici par exemple, je vais aller sur FreePik et je vais chercher un vecteur. Je vais vouloir avoir un chat. Le mieux c'est d'avoir du blanc sur fond noir ou de le transformer si c'est pas possible. Et comme je veux le chat flexible, je veux un de ces vecteurs. Je vais télécharger gratuitement. Et j'ai donc ce chat qui est le vecteur noir sur fond blanc. Je vais venir le prendre ici et vous voyez, j'ai mon chat et il crée toutes les articulations nécessaires pour que ce soit flexible. Alors ici, il y a une petite déconnade parce qu'il fait une articulation pour quelque chose qu'il n'a pas besoin, mais je peux venir ajuster mon plan de découpe en choisissant ici. Et du coup, par exemple, je lui dis coupe ici. Et il va venir créer l'articulation découpée dans la forme. Je peux dire que je veux couper en plus de morceaux et on vient choisir ici le plan qu'on veut ajuster. Par exemple, vous voyez la queue ici, il fait pas d'articulation, ça me plaît pas. Et donc, je vais devoir venir jouer un peu sur les valeurs pour arriver quand même à avoir une articulation correcte dans tous les cas. Vous voyez, ici, je vais mettre l'articulation là. Parce que comme ça, les parties sont bien séparées. Parce que si je mets l'articulation ici, vous voyez, ça déconne là et puis la queue sera dans le vide, elle sera coupée.
Donc il faut un petit peu jouer pour trouver les bonnes valeurs. Mais une fois qu'on a trouvé les bonnes valeurs, et ben voilà, on a un fichier qui est prêt à être imprimé pour faire du flexible. Et on va une fois de plus aller regarder ce que ça donne après avoir sauvegardé le modèle dans Orca Slicer. Et voilà notre modèle prêt à être imprimé dans Orca Slicer. Un modèle un peu flexible, juste comme ça pour s'amuser. Alors la fonction couche vous permet, là je reprends mon chat, vous permet de pouvoir comme ça imprimer des espèces de couches successives les unes au-dessus des autres pour avoir un effet comme ceci plutôt sympa avec ou sans cadre. Alors ici j'ai nouveau le fichier du chat, ok, on va dire que je veux imprimer un chat comme ça en couches successives. Je vais lui demander de mettre un cadre rectangle sans coin arrondi. Si je veux une base solide, ça veut dire que je veux que l'arrière soit complètement rempli, je fais comme ceci. Imaginons que je veux 6 couches différentes. Je peux modifier la hauteur de couches, les hauteurs de chaque couche. Je peux changer le nombre de couches que je veux. Vous voyez, par exemple, si je veux 10 couches en tout, ça me fera un modèle comme ceci. Ça peut faire un effet sympa, si on veut. C'est vous qui voyez, on peut aussi le vouloir simplement en 2 couches pour avoir une base et le truc qui est surélevé. Et si je viens éclater mon modèle ici, vous voyez qu'on a vraiment des couches successives qui sont imprimées, des plaques comme ça successives. Vous pouvez jouer sur les couleurs en imprimant les plaques de différentes couleurs, par exemple en faisant un camailleux d'une couleur unique. Un camailleux, c'est une succession de la même teinte mais avec une saturation différente, donc une teinte plus foncée à une teinte plus claire par exemple. En reprenant mon lettrage de tout à l'heure Maël, vous voyez je peux faire un effet comme ceci. Et alors l'avantage aussi, vous allez voir, c'est que évidemment on va pouvoir exporter des STL, donc des modèles 3D pour pouvoir comme ça facilement l'imprimer dans Orca Slicer, mais ça va aussi générer les formats de fichiers qu'il faut pour être utilisé par exemple dans Lightburn pour pouvoir en faire des découpes laser ou faire de la CNC. Donc Luban aussi n'est pas réservé exclusivement à l'impression 3D, on l'a vu, et c'est une fonction de plus qui le montre. Et donc voilà, comme je vous disais, ici dans Luban, on a les différents formats, donc on peut l'avoir en STL. Donc vous voyez, une couche et puis une autre couche, mais je peux l'avoir en SVG pour pouvoir faire de la découpe laser avec. On les a également en DXF, donc on a comme ça tous les formats qu'il faut pour pouvoir travailler notre design avec la machine qu'on veut travailler. Ensuite, alors lenticule, je vais vous montrer ici, ça permet d'avoir une espèce de cadre comme ça, et en fonction de comment est-ce qu'on le regarde, on va avoir une image différente. Alors pour ça, regardez ici, j'ai le chat que vous avez vu avant, et si je tourne ici, j'ai le chien. Alors pour ça, en fait, je viens prendre plusieurs fichiers. Je vais par exemple, si je fais le nom de mon fils et puis les oreilles de Mickey, je sélectionne les deux, j'ouvre, et vous voyez, quand je regarde comme ça, j'ai les oreilles de Mickey. Quand je regarde comme ça, j'ai le nom de mon fils. Alors pour maximiser l'effet, il faut, voilà, ici si je change l'épaisseur des barres, ça se voit beaucoup mieux. J'ai les oreilles de Mickey quand je regarde de ce côté-là. Et quand je regarde de ce côté-là, j'ai le nom de mon fils. Donc voilà ce qu'on peut faire avec cette fonction lenticule. On peut venir choisir l'épaisseur entre les barres. La taille de la bordure, c'est ceci. Donc vous voyez ici, elle est à 3. Si je mets à 5, hop, j'ai une bordure plus grande. Donc c'est ceci, c'est pas l'épaisseur, c'est vraiment la taille du bord blanc. L'épaisseur, ça dit bien ce que ça dit. Alors plus l'épaisseur est grande, moins c'est précis. Donc là, je vous déconseille de faire ça trop grand. Et le nombre de barres de renforcement sont les barres horizontales. Vous voyez, on peut en rajouter, en diminuer. C'est plutôt cool. Et si on regarde Orca Slicer, voilà comment vous avez votre plaque qui s'imprime comme ceci. Alors comme ça ressemble à rien, mais regardez, on le voit déjà un peu mieux. Si je viens me mettre comme ça sur le côté, c'est bien écrit Maël. Si je me mets comme ceci, on ne voit que le Mickey. Alors la fonction morphing, là encore, on va garder le Maël et garder le Mickey. Et là, vous voyez, j'ai toujours mon Mickey ici. Si je le regarde de face, j'ai un Mickey. Et si je le regarde de côté,
j'ai le nom. Et si je le regarde comme ceci, j'ai un Mickey. Donc là encore, il faut qu'on choisisse deux photos, plutôt des vecteurs. Si je prends le chat et le chien, de ce côté-là, j'ai le chien. De ce côté-là, j'ai le chat. Donc bon, voilà. Un cas d'usage un peu particulier, hein, il faut pouvoir l'utiliser. Mais voilà concrètement ce que permet cette fonction. Il y a peu de paramètres ici, si ce n'est la possibilité de pouvoir soit le faire en positif comme on a fait avant, soit en négatif, ou alors l'effet sera plutôt creusé. On a le chat là, on a le chien ici. Mais comme vous voyez, on va avoir beaucoup de choses dans le vide. C'est quelque chose qui marche un peu moins bien. Je pense que la fonction positive marche un peu mieux. Mais après, ça dépend aussi du SVG, du cadre que vous donnez au SVG, etc. Mais donc, voilà pour cette fonction-là. Alors, la fonction peinture, ici, on va aller prendre un fichier en couleur, puisque en gros, ça va nous permettre de prendre une image et d'extraire les couches de couleur de cette image pour pouvoir, par exemple, faire plusieurs découpes laser ou plusieurs couches pour une impression en 3D. Alors, par exemple, je vais vous montrer, je prends une image en couleur. J'ai pris ici la couverture de Super Mario Bros 3. Ce que ça va me faire, ça va me générer, vous voyez ici, différentes couches en fonction des couleurs. Alors ici, c'est en mode automatique, donc il a détecté lui-même les couleurs. Et vous voyez que c'est pas très précis, parce qu'ici, je mets 4. Je pourrais lui demander de me détecter plus de couleurs. Plus je lui demande de détecter des couleurs, et forcément, plus il sera précis. Mais il détecte aussi les teintes et les nuances, hein, donc il faut trouver le bon équilibre. Par exemple, à 6 couleurs, on commence à avoir un compromis acceptable. Donc, il faut un petit peu chipoter pour trouver, voilà, cette couleur, malheureusement, là, ça commence à déconner à ce niveau-là. Donc, l'idéal dans ce cas-ci, hein, j'ai pris une image qui est pas très facile, l'idéal dans ce cas-ci, c'est de retravailler notre fichier pour n'avoir que des couleurs unies. Ou alors, de prendre un fichier avec que des couleurs unies. Ici, c'était peut-être pas le meilleur exemple. Je vais donc prendre un autre exemple. Imaginons que je prenne cette image de Kettering. Vous voyez, cette image-ci. On a quelque chose de beaucoup plus propre parce qu'on a une image avec des aplats de couleurs qui sont assez nets. Alors, plus on vient augmenter le nombre de couleurs, plus on va avoir de couches, mais plus les détails de l'image vont aussi être pris en considération. Donc moi, par exemple, ici, je trouvais qu'à 5 couleurs, on avait quelque chose d'assez propre. Et ça nous permet de générer comme ça un fichier imprimable. Je pourrais imprimer ce Kettering en multicouleur. Alors, si je fais en monocouche, il va me créer une espèce de cadre dans lequel je vais venir imbriquer les couleurs les unes dans les autres. Hein. Je vais vous montrer, vous voyez, on a ici un fichier, on vient faire une espèce de puzzle où on les empile les unes dans les autres. Au final, on aura un fichier parfaitement plat. Si je mets multicouche, eh ben vous voyez là, il va plutôt empiler les couches hein, et on va venir coller les couches les unes aux autres. Et bon, on va dire que je suis content avec cette impression, je sauvegarde mon modèle et on va regarder ce que ça donne dans Orca Slicer. Et vous voyez maintenant dans Orca Slicer, j'ai mes différentes couches que je viens, je dois les coloriser hein, dans Orca Slicer, ou en tout cas, je suis pas obligé de les coloriser, c'est moi qui décide, tiens, celui-là, je vais l'imprimer dans telle couleur. Si je regarde mon image, ce fond, je vais devoir l'imprimer en jaune. Donc, ça veut dire que cette plaque-ci va devoir être imprimée en jaune. Et vous avez dans les noms, hein, on a le code RGB, et ça c'est pratique. Parce que du coup, ici par exemple dans Orca Slicer, si on veut voir clair, bon je sais que je dois imprimer cette plaque-là en jaune, et donc je pourrais venir simplement lui attribuer ici le jaune, et vous voyez maintenant ici, cette plaque s'affiche en jaune, et je vais devoir mettre dans mon emplacement 3 du filament jaune. Ça, c'est parce que j'ai une Bambu Lab et j'ai du multicouleur. Mais vous pouvez tout à fait imprimer ça avec une imprimante qui n'a pas un module multicouleur. Vous imprimez simplement chaque pièce les unes après les autres en fonction de la couleur que vous voulez utiliser pour cette impression-là. Par exemple, ici, hein, celui-là, il devra être en noir. Et voilà. Et après, j'aurai qu'à superposer les trucs les unes avec les autres. Alors la fonction pilier, hein, là j'ai repris l'image du chien dans le cœur, permet de faire un pilier. Alors vous allez me dire, très marrant. Mais donc ça permet de créer un modèle qu'on va pouvoir couper au laser ou imprimer en 3D, qui est
une certaine forme artistique. Alors vous voyez ici, si je le regarde de face, je vois mon image, mais si je regarde mon modèle sur le côté, eh ben c'est toute une série de découpes qui va finir par donner quelque chose. On vient choisir ici en fonction du motif, hein, donc aléatoire. Sinus, ça va donner, vous voyez, des piliers qui sont impliqués les uns dans les autres. Alors ici, vous voyez, il y a le numéro de pilier, on nous dit qu'il y a le dessus et la base. Pour retirer ça, on vient mettre le texte à 0. Hein, donc ça, si on n'a pas envie, hein, et vaut mieux pas au moment où on l'imprime qu'on voit ça en grand. Ben voilà, en dents de scie, c'est quelque chose comme ça. Et ça permet de faire des sculptures, de faire des créations artistiques qui sont plutôt sympas, je trouve. Alors, puzzle, ça dit bien ce que ça dit. Ça permet de générer un puzzle à partir de n'importe quelle image. Un puzzle qu'on peut imprimer en 3D ou qu'on pourra également découper au laser ou à la CNC. Et là, encore toute une série de fonctions. Alors là, par exemple, si je reprends le Maël, vous voyez ici, si j'éclate un peu la vue, je vois mes différentes pièces de puzzle. Et on a plusieurs algorithmes pour pouvoir déterminer le puzzle. Ici, il fait en fonction des couches de couleurs. Si je fais en fonction de la hauteur de carte, et ben voilà, il va générer ici un creux en fonction de ce qu'il voit en noir dans l'image qu'on aura ouvert, et puis des pièces. Par exemple, si je prends une autre photo pour vous montrer ça plus clairement, si je prends le chat, et que je fais couche de couleur, vous voyez là, il me fait un puzzle comme ceci. Et si je fais hauteur de carte, eh ben, il va me faire un puzzle avec toutes des pièces qui sont complètes, mais avec quelque chose qui est creusé. Alors que vous voyez ici en couche de couleur, eh ben, vous avez des petits bouts de pièces comme ça. Donc, c'est un peu à vous à voir. Moi, je préfère en hauteur de carte, mais avec une résolution qui est un peu plus importante et une profondeur, épaisseur qui l'est moins. Vous voyez, je vais ici avoir un puzzle avec une épaisseur qui est moins. Alors ici, au niveau de la résolution, c'est pas top. Alors ça dépend évidemment aussi de la précision de votre image d'origine. Hein. Vous voyez ici, j'ai repris l'image du chien. C'est déjà un peu plus précis. Alors évidemment, on peut paramétrer un peu plus notre puzzle. Imaginons que je veux plus de sections. Hein. Je veux 8 sections en X et 8 sections en Y. Ça va me faire beaucoup plus de pièces, évidemment. Mais voilà, mon puzzle. Et là, je peux les travailler à la CNC ou les imprimer en 3D. Et pour vous montrer ce que ça donne dans le slicer, voilà mon puzzle qui est prêt dans le slicer et qui est prêt à être imprimé avec ma tête de chien. Alors je pourrais tout à fait, hein, dans Orca Slicer, jouer avec des hauteurs de couches pour changer la couleur. Hein, donc ça, c'est même d'ailleurs plutôt conseillé, ou alors on peint les pièces. Mais donc dans Orca Slicer, c'est ici, hein, avec la couleur. Et puis vous pouvez changer la couleur en fonction par exemple de la hauteur de couche. Voilà, par exemple, on aurait comme ceci, en fonction de la hauteur de couche, le fond noir et le petit chien en rose. Et on imprime ça comme ceci en 2 couleurs. Enfin, dernière fonction de cette section créée, c'est wire, donc c'est un câble, et ça permet de partir d'une image, encore une fois un vecteur, et créer une forme comme ceci, juste qui suit les lignes du contour du vecteur. On peut rajouter un cadre éventuellement, mettre une base solide, c'est-à-dire prévoir un fond ou non, et jouer sur nos épaisseurs du cadre ou de la hauteur. Par exemple, si j'augmente l'épaisseur du cadre, vous voyez, j'ai des lignes beaucoup plus grandes ou des lignes plus fines, et l'épaisseur ici va jouer sur l'épaisseur de la hauteur. Voilà, comme ceci. L'extension va nous permettre d'avoir un cadre beaucoup plus large pour retrouver par exemple notre forme de cœur. Vous voyez ici, comme ceci. Et donc voilà à quoi sert cette fonction. Alors on peut regarder avec d'autres. Si je reprends Maël, eh ben c'est pareil, je vais juste mettre une extension plus grande et je peux me faire comme ceci un cadre avec ou sans coin arrondi. Donc voilà pour cette première partie des fonctions créatives de Luban. Alors je le disais, hein, Luban est surtout connu pour son travail sur le maillage à la base, hein, c'est-à-dire en gros augmenter la taille d'un fichier et puis rajouter des connecteurs pour pouvoir l'imprimer en plein de petites pièces. Et on va donc s'intéresser à ça dans cette deuxième grande partie qui est cette fonction pour laquelle la plupart des gens utilisent Luban.
Bon, alors on attaque ici la fonction de Luban qui est celle qui est la plus attendue, la plus répandue et la raison pour laquelle on pense à Luban habituellement, c'est la fonction de travail sur le maillage et notamment pour le découper et l'agrandir et ou l'agrandir en fonction de ce qu'on veut en faire. Alors je vais venir importer un modèle, je vais reprendre ma Mona Lisa et vous pouvez voir ici que ma Mona Lisa, elle fait à peu près 160 mm de hauteur. Avec un modèle 3D comme ceci, on a plusieurs possibilités. Et ces possibilités, on va les trouver dans le menu maillage, qui permettra d'effectuer une série d'opérations sur notre maillage. Je rappelle que le maillage étant un ensemble de points qui va composer notre modèle 3D. Et des points qui sont connectés par des arêtes. Si on le voit ici, on voit que ce sont tous des petits points connectés par des petites barres. Ces barres sont les arêtes. Et quand elles forment un triangle, un polygone, on a ce qu'on appelle une face. Donc ça, c'est un peu les unités de base d'un modèle 3D. On a donc notre Mona Lisa et on peut effectuer sur ce maillage toute une série d'opérations pour modifier la Mona Lisa. Je l'ai dit, dans Luban, on pense beaucoup à agrandir le modèle et à le couper en plein de petites parties avec des connecteurs pour pouvoir l'imprimer en grande taille. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce sera cette fonction couper. Donc quand je clique sur maillage et couper, je vais avoir la possibilité de choisir dans quelle unité de mesure j'ai envie de travailler. Parce que là maintenant je suis en millimètres, elle est à 160 mm. Mais en fait, imaginons que j'ai envie de faire qu'elle ait 1,60 m de haut. J'ai pas envie de travailler en millimètres et de parler de 1600 mm. Donc je vais lui dire, maintenant on va travailler en centimètres. Vous voyez que j'ai ici mon modèle qui est à peu près 250, voilà, il était un peu en hauteur, maintenant il est posé directement sur la base, donc il va être à peu près 250, mais l'unité de mesure ici c'est des centimètres, donc on est à 150 cm comme ceci, et il y a une série de cases qui le coupent en morceaux. Ceci, ce sont les zones de découpe. Alors pour découper, on a plusieurs méthodes. Petit préambule, vous verrez que quand on découpe, il va dire il y a autant de pièces et ça fait autant de kilos. C'est quelque chose qui est vraiment une unité de mesure complète, c'est autant de kilos en imaginant que la pièce est imprimée pleine à 100%. Évidemment, quand vous imprimez la pièce, vous l'imprimerez pas pleine à 100%. Vous l'imprimerez avec un remplissage parsemé de 10 ou 15% et donc la pièce en elle-même sera beaucoup moins lourde. Alors, pour la coupe, on a plusieurs types de coupes. On a par exemple une coupe plane. Imaginons ici, je reviens sur ce que j'ai dit, je ne suis plus en centimètres mais en millimètres, voilà, et mon modèle, il est à 150 mm, donc on revient aux valeurs d'avant. Mais pour une raison ou une autre, on va dire autrement, mon modèle, je le veux à 40 cm. Malheureusement, j'ai une imprimante qui me permet d'imprimer en Z qui a une hauteur de 25. Donc je vais vouloir couper ce modèle en deux pour avoir plus facile. Alors je peux le faire avec Orca Slicer. Et maintenant, on peut aussi faire des connecteurs. Donc ça, c'est l'opération la plus simple. On peut le faire avec un slicer. Mais imaginons que vous vouliez le faire avec Luban parce que vous n'utilisez pas un slicer qui permet d'avoir cette fonction. On a cette fonction coupe plane. On va devoir paramétrer notre plan de coupe. Alors, le A, ça correspond à l'angle de coupe. Vous voyez, si je bouge, je vais modifier mon angle de coupe comme ceci. Le B correspond à l'angle de coupe sur un autre axe, sur l'autre axe, et ici en particulier sur l'axe Y, le A étant l'angle de coupe sur l'axe X. Le C étant la découpe sur l'axe Z, mais pas la hauteur. Alors, donc c'est un peu compliqué. Donc en général, vous le mettez à 1, ici, dans ce cas-ci, comme ça, vous n'aurez pas trop de soucis. Et le D correspond à la hauteur de découpe. Donc vous voyez, là, vous choisissez où vous avez envie de couper. Si vous mettez à 0, il le coupe à mi-hauteur. Donc imaginons que oui, ok, moi je veux le couper ici. J'ai coupé un peu en dessous de ça pour que ça ne soit pas coupé. Alors vous voyez qu'ici c'est écrit coupe par région, non. Ça veut dire qu'en gros il va couper à travers tout le modèle. Si on veut faire une coupe par région, on pourrait avoir envie de couper qu'une petite partie. Par exemple, je vais avoir envie de lui couper le bout du nez mais sans que ça coupe tout la statue. Et dans ce cas-là, je peux venir ajuster ceci jusqu'à ce que je sois en fait content de ma zone de découpe. Et vous voyez, je pourrais maintenant lui découper le bout de son nez uniquement sans que ça vienne découper tout. Alors que si je ne fais pas par région, je pourrais couper comme ceci
Mais si je coupe le bout de son nez, eh ben, je coupe tout le reste de la statue. Je viens refaire ma coupe ici. Vous voyez, il faut des fois... Le plan de coupe, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif et naturel. Si je viens bouger ici le C, il n'y a rien qui bouge. Si je viens bouger le B, je vais pouvoir faire ceci, mais en fait, je n'arrive pas à monter complètement à la verticale. Alors, je dois venir maintenant rebouger le C pour atteindre le point vertical. Il s'agit d'opérations mathématiques qui ne sont pas forcément intuitives comme ça, mais c'est comme ça que vous devrez travailler pour obtenir votre plan de coupe voulu. Je reviens donc ici à ma coupe transversale. Alors là, je ne sais pas si c'est une erreur de traduction, mais si il me met coupe rapprochée, je peux lui demander de faire des connecteurs pour avoir exactement la bonne position, ce que je n'ai pas si je désactive. Alors, coupe naturelle, c'est un peu particulier. C'est si on met pas coupe naturelle, il va couper simplement en ligne droite. Si on met coupe naturelle, il va pouvoir appliquer une courbure sur la découpe en fonction de la forme locale. Et enfin, nombre de morceaux. Si on vient découper ici, vous voyez qu'il y a un numéro qui apparaît ici en dessous, c'est le 1. Et si je viens éclater l'image, on a le 2 qui apparaît là. Enfin, vous voyez ici qu'un connecteur s'est créé. Et le connecteur, c'est ici, c'est parce qu'on a mis coupe rapprochée, on a pu déterminer le connecteur qu'on voulait. Alors ici, il a fait un gros connecteur au centre dans lequel il va rentrer, pour lequel on a quelques paramètres. Le ratio de profondeur, ça veut dire qu'il va faire un trou un peu plus profond dans la pièce que le connecteur en lui-même. La forme, il avait mis prisme. Si je mets pince, vous voyez, on a une forme comme ceci, en forme de pince. Donc là encore, ce sont toutes des options que vous pouvez déterminer, vous. Cheville, il va en fait faire des trous dans chaque partie de la pièce et vous imprimer un petit connecteur à part que vous pouvez insérer dedans. Ça peut être pas mal des fois pour éviter d'imprimer une pièce avec un connecteur. Donc ça, c'est vous qui voyez. Et tolérance peut être importante parce que ce soit avec un connecteur ou avec des chevilles, il est possible que, en fonction de l'impression, de certains paramètres d'impression, qu'il y ait un petit peu de déformation et que ça rentre pas bien dedans. Alors avec une tolérance, on peut venir jouer un petit peu pour que le trou soit un tout petit peu plus large que le connecteur. Alors vous pouvez mettre une valeur négative aussi, et vous pouvez mettre par exemple une valeur de moins 0,1. Et plus la valeur sera négative, plus le connecteur va bouger à l'intérieur du trou, forcément. Alors imaginons maintenant que je veux la découper comme ça. Je peux changer encore la forme de mon connecteur. Moi j'aime bien les hexagones, voilà, comme ceci. Et vous voyez, là j'ai mon buste de 40 cm de haut, que je peux imprimer sur mon imprimante qui en fait 25 cm de haut, grâce aux deux parties. Mais ça risque, je vous ai dit, dans cette hypothèse j'ai 25 cm de haut, ça risque d'être un petit peu ennuyant ici à cause du connecteur. Et c'est pour ça qu'un connecteur cheville peut, dans ce cas-ci, vous sauver la vie, puisque il va imprimer 3 pièces et puis imprimer toutes des petites chevilles comme ça ici. Bon, on pourrait lui dire qu'on ne veut que 3 chevilles avec une taille de 10, enfin 2 chevilles pardon, et vous voyez, il a positionné 2 chevilles avec cette taille-là. Là, ça me permet d'avoir vraiment des pièces qui font 20 cm chacune, plus 2 petites pièces à imprimer. Et ça me permet alors de faire ce buste en 40 cm sans difficulté. Si vous voyez ici, il me dit que j'ai 2 parties. Et il en a pour un temps total de 153 heures pour imprimer. Ça, c'est des vitesses qui, je sais pas, où j'ai pas trouvé un endroit pour pouvoir modifier ces vitesses d'impression. Voilà, c'est une vitesse estimée. Moi, j'y fais pas vraiment attention parce que mon imprimante imprime plus vite que ça. Et une fois que c'est coupé, je clique sur fermer. Et en fait, il m'a créé... Bon, alors, vous voyez, j'ai fait 50 millions de tests, donc j'en ai 50 millions ici. Mais il m'a créé mes 2 parties, comme ceci, et mes connecteurs. Et si je viens les ouvrir dans Orca Slicer, j'ai mon impression qui est prête. Et je peux lancer ça comme ceci. Alors, si on revient dans la découpe, on a une autre méthode de découpe. Là, je vais me remettre en centimètres et je vais dire, voilà, ma Mona Lisa, je veux qu'elle fasse 1,50 m. Je peux demander une grille de coupe. La grille de coupe, ça va me demander, moi, de la penser et la travailler en fonction
de ce que je veux. Je viens par exemple lui dire que je veux découper mon modèle en 4 sections en X, 4 sections en Y et 4 sections en Z. Et vous voyez ici, j'ai 4 sections. Je peux décider d'ajuster le plan. Donc ici, c'est 4 sections de part égale. Je peux ajuster le plan ici et choisir comment j'ajuste ma coupe sur l'axe X, sur l'axe Y. Et vous voyez, la petite barre rouge va déterminer ce que je vais changer. Par exemple, si je dis, ouais, ici c'est ridicule qu'on a ce petit bout là en plus, je vais adapter ici et faire ma découpe comme ceci, par exemple. Je choisis coupe rapprochée pour avoir des connecteurs ou non, hein, de la même manière qu'on a fait avant. Je vais dire par exemple un connecteur prise. Je décide si je veux une légende en dessous de chaque morceau pour pouvoir avoir le plan de montage après. Je fais coupe et là encore, il va me créer un dossier avec tous les fichiers. Et vous voyez ici à quoi ressemblera ma Mona Lisa en 49 petits morceaux. Il prévoit 72 kilos, mais on a fait comme ça une coupe un petit peu aléatoire. Et vous voyez, si je regarde l'intérieur, ben j'ai comme ça toute une série de morceaux avec mes connecteurs et ça me permettra de faire ma Mona Lisa d'1,50 m. Et vous voyez ici que j'ai tous mes STL comme ceci. J'ai mes 49 STL que je peux imprimer un par un. Alors, on a une troisième méthode de coupe qui est la coupe radiale. Et pour ça, il faut imaginer en fait qu'on va découper un peu comme si on coupait une tarte, hein, en parts égales. Alors, c'est plus adapté pour des objets cylindriques ou ronds, mais on va garder ici la Mona Lisa pour que vous compreniez. Imaginons que je veux plus facilement découper en 4 gros morceaux pour imprimer, hein, parce que mon imprimante va dans ces tailles-là. Et ben, je viens choisir la direction de coupe. Par exemple, j'ai pas trop envie de couper le visage en deux, je préfère que les lignes de coupe soient de ce côté-là. Je viens faire comme ceci. Je viens déterminer le centre de coupe. Par exemple ici, alors là c'est une valeur qui est pas très intuitive puisque c'est pas un slide mais c'est des valeurs à mettre. Donc je vais dire là c'est ok et ici je veux qu'il aille quand même un petit peu en dessous pour qu'il coupe pas le bord de ça. Donc je vais changer la valeur ici avec une valeur négative. Je vois qu'ici en fait ça déconne un peu parce qu'il y a ça dans le vide, donc je vais encore, voilà, ajuster la coupe comme ceci. Je lui dis de mettre des connecteurs et j'aurai mes morceaux, mes 4 morceaux à assembler comme ceci. Le premier, on met dans celui-là, le deuxième dans celui-là, et puis on assemble les deux comme ceci. Et on n'aura aucun problème d'assemblage. Enfin, dernière méthode, la méthode modulaire. Elle est pratique si vous connaissez les dimensions de votre imprimante 3D. Par exemple, j'ai toujours ma Mona Lisa que je veux imprimer à 1,50 m de haut et bon, comme on est dans la formation de base, on va pas penser aux imprimantes multiples, on va regarder les imprimantes simples. J'ai une imprimante de format rectangle, hein, c'est pas une delta, c'est une imprimante de format des rectangles. Et mon imprimante à moi, elle me permet d'imprimer à 22, et imaginons que je le fais sur la bambou, à 22 en X, à 22 en Y et à 25 en Z. Je veux bien qu'il fasse des coupes naturelles et une coupe rapprochée pour qu'ils mettent des connecteurs. Et par contre, j'ai pas envie qu'ils numérotent les morceaux, alors ça risque d'être un peu casse-pied après, mais on va dire qu'on veut qu'il fasse comme ça. Et lui va nous découper le modèle en autant de morceaux qu'il faut pour que chaque morceau puisse rentrer dans les dimensions de mon imprimante. Et vous voyez maintenant, il me l'a découpé en 302 morceaux, hein, avec un sacré travail d'assemblage. Et pas mal de petites pièces à l'intérieur, mais donc voilà, ainsi que tous les petits connecteurs nécessaires. Et donc voilà pour cette 4e méthode de découpe. Et donc vous avez vu maintenant comment est-ce qu'on fait pour découper un grand modèle en plein de petits morceaux pour pouvoir imprimer à grande taille. Alors dans le cadre de cette formation de base, hein, puisque je ne suis pas sur formation avancée, il nous reste une dernière série d'outils qu'on va regarder, qui sont des outils pratiques pour agir sur les mèches 3D. On avait vu au début une série d'outils, hein, là dans Fichier créé, qui sont des outils pratiques pour travailler à partir d'images. Ici, on va regarder les outils qui sont pratiques pour travailler à partir de modèles 3D. Alors, je garde ma Mona Lisa, hein, qui est toujours bien sage ici, et je vais dans Maillage et Luban. Je vais choisir mon unité de mesure, je vais rester en millimètres. Vous voyez tout de suite le premier ici. On a la méthode onde, qui est une des premières méthodes là-dedans, mais qui permet de faire ça, hein.
de générer une espèce d'onde. Alors on peut modifier l'origine des vagues, c'est comme s'il y avait une vague qui venait souffler et rendre la Mona Lisa vachement moins jolie. Vous pouvez jouer avec tous les paramètres pour faire des effets comme ceci sur votre mèche 3D. Il faut que vous en ayez évidemment l'usage, mais voilà, une méthode de modification de notre mèche qui peut être utile ou non, ça c'est vous qui voyez. Le mode bloc permet un petit peu de Minecraftiser tout ça. Donc ici on a notre Mona Lisa qui est devenu un gros bloc de Minecraft. Alors ici, comme les tailles du bloc sont très grands, eh ben c'est pas très précis. Si on met des tailles de bloc en 1, vous voyez qu'on a ici une Mona Lisa un peu plus précis qui ressemble à un truc fait dans Minecraft. Si je fais en 0.5, eh ben j'ai encore plus de précision. Là encore, il me suffit de sauvegarder mon modèle et d'ouvrir le STL dans votre slicer pour l'imprimer comme ceci. La méthode Cocoon est un petit peu particulière. Ça va permettre en fait de générer une espèce de surface extérieure tout autour du modèle d'origine et en fait creuser à l'intérieur. Alors vous allez dire quel est l'intérêt? Ben, ça peut être utile par exemple avec l'impression résine, si on utilise une résine plutôt transparente et qu'après on vient bien polir tout, on peut avoir comme ceci un effet plutôt sympa. Imaginons par exemple que je veuille faire une espèce de boule comme ça avec la Mona Lisa à l'intérieur. Je fais ceci, je sauvegarde le modèle. Si vous voyez bien, j'ai la Mona Lisa qui est creusée à l'intérieur. En utilisant de la résine, je verrai le modèle à travers une boule. Après, il faudra bien que je ponce et tout ça, mais voilà, ça peut faire un effet sympa. Ce qu'on pourrait faire également, c'est en faire un moule, par exemple, pour injecter de la silicone dedans. Je peux alors venir maintenant, après avoir fait... donc ici, on a notre Mona Lisa à l'intérieur. Je peux venir faire maillage, couper. J'en fais une coupe planaire, comme ceci, et je découpe. Et si vous voyez, eh ben, je peux tout à fait maintenant faire un moulage. Alors, dans l'idéal, on viendra encore faire un petit trou ici à l'intérieur pour faire couler, par exemple, notre silicone. Mais ça nous permet de faire un moule sans aucune difficulté. Alors la méthode contour, ici j'ai toujours ma Mona Lisa, ben, c'est une méthode qui permet de faire des effets 3D qui vont être gravés au laser. Donc ici on est vraiment sur la gravure laser et par exemple pour pouvoir découper dans des plaques acryliques. Et après on viendra poser ces plaques acryliques sur une base lumineuse et ça permet de faire comme ça une espèce de décoration plutôt jolie. Mais c'est quelque chose que je maîtrise moins, donc je ne vais pas trop me prononcer sur cette méthode-là. Alors, empiler permet de faire un effet comme ça de couche. Alors ici, je vais mettre à 0 pour ne pas avoir tout le texte. Vous voyez, on avait tous les textes avec les pièces. Ça, c'est pas si on l'imprime. Donc ça, on peut l'imprimer ou découper au laser pour faire une espèce de montage, comme ceci. Et on a des petites chevilles qu'on va venir mettre comme ceci, pour que l'ensemble tienne bien. Bon, voilà, ça peut faire un effet sympa. Ça, c'est vraiment une question très personnelle. Le hachage va nous permettre de faire une espèce de petit puzzle comme ceci. Alors là, avec ma Mona Lisa, on voit plus grand chose. Encore une fois, ça peut être utilisé en impression 3D ou à la découpe laser. Et évidemment, plus on rajoute des couches, plus on va avoir de la précision. Et comme vous le voyez, on a plein de petits morceaux qui peuvent être imprimés comme ceci. Là encore, c'est un usage très particulier, mais si vous voulez l'utiliser, c'est par ici que ça se passe et vous avez les mêmes paramètres qu'on a vus régulièrement. Donc, comment est-ce que se passe l'emboîtement équilibré? Alors, on peut le faire de manière orthogonale, comme ceci. On peut également le faire de manière radiale, comme ceci. Bon, c'est une espèce de gros puzzle en 3D. Et donc voilà ce qu'on peut finir par avoir comme résultat à partir de notre Mona Lisa. Le relief peut également être intéressant, vous voyez, à partir de Mona Lisa, ça peut être vraiment intéressant pour, par exemple, si vous avez une CNC. Donc là, à partir de mon modèle 3D de la Mona Lisa, je peux me faire un petit médaillon que je peux graver à la CNC, par exemple, comme ceci.
Alors là encore, on a une série de paramètres. On peut décider si on veut que Mona Lisa soit de dos, du dessus ou de profil. On peut faire en positif ou en négatif. Par exemple, si on veut creuser une espèce de moule. On peut déterminer l'épaisseur du relief. On peut mettre un pourcentage où on dit, bah, tiens, on aimerait bien qu'on donne l'impression qu'elle a été enfouie dans la pièce. Vous voyez, comme ceci. On le fait en pourcentage. L'espace libre, c'est, vous voyez, la taille de la base par rapport au modèle. Ici, elle était à 3. On a le modèle qui remplit plutôt la base. Enfin, à la base, on peut décider de se faire un petit cadre comme ça, par exemple. Et il suffit de sauvegarder le modèle pour pouvoir l'utiliser dans un logiciel. Alors là, c'est quand même plus adapté à la CNC, mais vous pouvez tout à fait imprimer ça en 3D, par exemple. Alors, rotation, ça permet de... Alors ici, de base, il va falloir mieux régler ça, mais ça permet de dupliquer et déformer le modèle pour qu'il y ait comme ça une espèce de rotation, comme si on a plusieurs modèles qui se suivaient. Alors par exemple, imaginons que j'ai 4 Mona Lisa qui veulent se suivre, et voilà, en jouant un petit peu sur les paramètres, notamment la taille du modèle en Z, le diamètre intérieur, et ben vous voyez, j'ai ma Mona Lisa qui se suit comme ça, en petite rotation. Je pourrais changer la forme de la rotation, par exemple mettre une spirale, et vous voyez, elle me suit en spirale. Si je veux en faire toute une colonie, et ben voilà, j'ai plein de petites Mona Lisa qui me suivent en spirale. Alors, ressort, c'est un peu particulier, Vous voyez ici, on peut déterminer le nombre de largeurs de couches, le nombre d'épaisseurs et la distance de séparation. Alors là, vous ne le voyez pas beaucoup, mais en fait, si on étire, c'est un petit peu comme, vous voyez, ces jeux qu'on fait tomber dans les escaliers, et ces ressorts, et puis qui tombent l'un sur l'autre. Et ben voilà, on va pouvoir comme ça avoir une forme qui va s'imprimer en spirale et monter comme ça, jusqu'à faire un ressort. Alors la méthode filaire ici, va dépendre si on veut faire quelque chose pour la gravure laser, pour imprimer par exemple dans une plaque acrylique pour donner un effet 3D, on va choisir 3D, ou si on veut imprimer un modèle en 3D. Dans ce cas-ci, on va choisir imprimer en 3D, vous l'aurez compris. On vient déterminer l'épaisseur du fil et on finit par obtenir comme ceci un modèle 3D qui est... Bon alors là ici j'ai fait les fils épais, j'aurais pu faire les fils moins épais. Alors un modèle 3D qui doit aussi être un défi à imprimer, mais en tout cas on peut avoir ça si on en a envie. Et voilà à quoi ressemble notre Mona Lisa, qui a d'ailleurs quelques problèmes de maillage. Mais donc c'est à chipoter, à voir, mais c'est comme ça qu'on peut obtenir ce genre d'effet. Voilà, c'est terminé pour cette formation de base au logiciel Luban. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette formation, déjà pour commencer, si vous y avez appris quelque chose, si vous trouvez que je me suis trompé sur quelque chose aussi, n'hésitez pas à le dire. Je n'ai pas la prétention d'être parfait, mais simplement partager le peu de connaissances que j'accumule, et des fois on se trompe quand on fait ça. N'hésitez pas à partager également cette vidéo, et je vous dis à une prochaine vidéo.